Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit. Là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VICTIIMINUTE. Avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VICTIIMINUTE du mardi 12 mars 2024 où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle de la deuxième diffusion du Capcom Highlights. Ce n'est pas un sponsored stream. Il est où le logo? Oh, there it is. Ce n'est pas un sponsored stream. Mais Capcom, if you want to hit your boy with the bag, I'll take it. Fait qu'on va recap toutes les annonces qui ont été faites lors de cette diffusion-là hier soir. On parle aussi des critiques pour Contra Operation Galuga qui sort dès aujourd'hui. Is it good? Is it bad? Is it awful? We'll find out shortly enough. D'un leak du jeu multijoueur cancellé dans l'univers de Insomniac's Spider-Man. Ouais, ça a sorti ce matin, là, ça m'a pris par surprise. Je pense que ça a pris beaucoup de monde par surprise parce que le jeu a actually l'air bon. Mais commençons avec des previews pour Rise of the Ronin qui sort vendredi prochain, exclusivement sur PlayStation 5. C'est le prochain jeu de Team Ninja en collaboration avec Koei Tecmo. Après Wolong Fallen Dynasty et la série Nioh. Donc voyons voir là ce que la presse en pense de ce action open world game qui sort vendredi prochain. Donc, on a un petit post qui résume certaines impressions que les gens ont partagées par rapport à Rise of the Ronin. Fait par Ocam Games. Il dit Rise of the Ronin hands-on previews are dropping. Voici les bullet points. Wow, j'ai dit voici comme dans mes TikToks, c'était weird ça. A mix of Assassin's Creed, Nioh and Sekiro. Ok. Large open world. Fait que là encore là, on se demandait, c'est-tu plus open zone que open world? Semblerait-il que c'est vraiment open world. Fun traversal with glider and grapple hook. Good performance with 3 visual modes. Great art design. Difficulty options. Not the best visuals. Ok, là, je le sais, là, que, c'est in this day and age, en 2024, on aime ça quand les jeux poussent la limite en ce qui concerne les visuels de jeux vidéo. Mais tu sais, là, je vois beaucoup de posts de ce style-là, là. Rise of the Ronin looks like a PS3 game. On en a déjà parlé comme quoi que le jeu, niveau visuel, est quand même underwhelming, considérant que c'est un exclusif PlayStation 5. Puis même peut-être qu'il y a eu comme un downgrade visuel. Là. Moi je pense sincèrement là, qu'il y a eu un petit downgrade parce que je me souviens là, quand j'ai regardé le premier trailer de ce jeu-là, là, je pense qu'il avait été annoncé last year ou il y a 2 ans. J'étais comme, oh my god, ça a l'air de vraiment comme être un next-gen experience. Là tu regardes le gameplay là. Je sais pas pourquoi le tweet il load pas en question. Là. Let me refresh this fucking website. Bon. There you go. Marche pas. Mais c'est ça. Visuellement, ça a l'air rough. Mais tu sais, c'est pas le fort. Ça a jamais été vraiment le fort de Team Ninja là, de faire comme des jeux qui épatent la galerie visuellement. Là. C'est des jeux qui mettent vraiment l'emphase sur le combat. Puis tout ce qui est le RPG system. Pour bâtir ton build de personnage, il y a beaucoup de menu-in et tu sais, le menu-in dans ces jeux-là est actually le fun. De, comme comparer les statistiques puis voir qu'est-ce qui fit avec ton personnage puis qu'est-ce qui fait quoi, nanana. Fait que in this day and age, là, encore plus avec la vague de licenciements, la précarité de l'industrie, on peut-tu arrêter là de juste shit on a game parce que il y a des visuels datés, ok? Si le gameplay est présent et que le gameplay est satisfaisant, je m'en fous que c'est sûr que c'est décevant, là, je vais être honnête avec vous. C'est sûr que c'est décevant que le jeu est pas au standard actuel des jeux vidéo.
Mais comme... Let's collectively remember the Sonic quote, okay? Que at the end of the day, what we want is shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less, and I'm not kidding, okay? Fait c'est pas la fin du monde si Rise of the Ronin est peut-être underwhelming visuellement. Est-ce que le jeu run à 60 FPS? Semblerait que oui. Donc ça, c'est un positif. Fait qu'on n'a pas besoin de chase that ray tracing Unreal Engine 5 bullshit là. Si le jeu joue bien, si le jeu est awesome, I could care less. OK? Look at me là. Avez-vous vu le gameplay de Death of a Wish? Right? Visuellement là, it looks like a 90s game. Mais le gameplay est là. Ça fait en sorte que le jeu est nice. That's what matters in the end. C'est pour ça que j'aime beaucoup des jeux qui s'inspirent de l'ère du rétro. Parce que oui, les visuels sont datés, mais le gameplay est tight. Ils sont fun à jouer. Donc, cela étant dit, écoutons ce que les journalistes ont à dire par rapport à Rise of the Ronin. On commence avec IGN. Je sais pas combien de previews on va regarder. Là. Ça dépend combien de temps ça dure cette histoire-là. Là. Fait que écoutons ce que Destin Legary chez IGN a à dire sur Rise of the Ronin. Puis, by the way, le review embargo, je pense qu'il est la veille, le 21. Faudrait que je vérifie, là, mais il me semble que c'est ça. Là. Il me semble qu'on avait déjà discuté de ce point-là. Là. Faudrait que je regarde dans mes notes. Mais il me semble que le review embargo est la veille de la sortie du jeu. Fait que, pour ceux qui se demandent. Fait que, stay tuned next week à la VIICTIIMINUTE pour du review coverage pour Rise of the Ronin. Entre-temps, écoutons le preview de IGN. Rise of the Ronin has been a blast so far. While not a graphical stunner like Ghost of Tsushima, I have been very impressed with the depth and sheer number of things to do. The story is compelling and gives you motivation to keep going to see what's next. There's plenty of gear you can acquire to make a stronger build. Characters you meet during your journey will join your crew and fight alongside you. There's a transmogrification system that lets you customize your appearance while also having the best gear possible equipped. And you can pet cats. Nice. But more importantly than all that, the core gameplay felt like a mix of the storytelling and exploration in Assassin's Creed 2 with a smidgen of Ninja Gaiden combat and a dash of Dark Souls difficulty. In other words, this recipe seems to be a perfect mix of gameplay ingredients that I've been loving. The main storyline of Rise of Ronin is all about a duo referred to as Blade Twins. In this case, it's believed that the duo are brother and sister who nearly suffered a terrible fate at a young age as their village burned to the ground. Instead, they were saved and recruited into the Veiled Edge as Blade Twins. Highly skilled with the sword, Blade Twins train and grow together as they master their skills. One of your first tests of skill has you infiltrating the ship of historical figure Matthew C. Perry to steal a secret message and assassinate Perry after doing so. This section does a good job of showing off a few stealth elements of Ronin, and also showcases combat with the footage PlayStation sent us to use for this preview. Combat will require precise timing for counters, and you'll need to pay close attention to your loving what I'm seeing so far. Il y a pas de démo hein, qui a été annoncé, j'ai comme pas vu. Too much while blocking will deplete your ki, but parrying your opponent or damaging them will result Missed in a loss of opportunity. their Habituellement, en plus, Team Ninja sont bons là-dedans. Left open for a devastating attack. Man, le nom de l'ennemi c'est Matthew Perry. The back and forth is a lot of fun in practice, but it's not easy to hit that perfect timing. Each encounter also allows you the opportunity to use... Wait, ils ont mis Matthew Perry dans le jeu? What the fuck? Stealth to infiltrate an area, and you can take out a few enemies without being seen. But in almost every situation, there will be higher powered foes that will require you to know the combat basics to defeat them and move forward. So while I built a character with a speech trait that opened up some unique dialogue options for me, there's no escaping those necessary combat beats that Ronin does quite well. C'est dans le même engine là, que Wolong, que Neo, fait comme... I could care less pour vrai là. Je pense pas que ça ressemble à un PS3 game, ça a l'air d'être un PS4 game at worst. On exagère un petit peu en social media. After this introductory section, Ronin really opens up. Our preview window promised 2 hours of playable content, but it turned out it was much more than that.
We were given access to a large open world that included countryside towns and open fields, as well as city spaces with different types of missions located T'sais, en autant que le jeu run à 60 FPS, choose to take on story quests, side quests, customize your longhouse, or play minigames alongside other activities I probably missed. The provided footage we're allowed to use in this preview does a good job of showcasing a smattering of options available to players, but even this feels like it's just a glimpse into what's available, as I haven't even played some of what you're seeing yet. One notable mission in the footage was a story beat where I fought alongside the eccentric Ronin to gain his allegiance in one of the battle missions. In our preview, battle missions allow us to gain ally allegiance as part of core story missions. These are fun excursions that have bonus objectives like defeat 3 formidable foes, and will have an impact on the overall story you wind up experiencing. The main objective in this case was to defeat Gonzo and decide his fate before looting some forged documents that would complete the quest. I could have murdered him right there, but I instead chose to spare Gonzo. Fast forward to the open world section, and I meet a character in the middle of nowhere asking me to deal with a person who swindled him out of money. Who did it turn out to be? None other than Gonzo, who was getting into trouble again, even after I spared him earlier. Oh man, les memes vont take over, man. Or have him join my crew. Had I chosen to kill him Pendant la journée aujourd'hui, juste commencer à dire c'est dans le gaïb pour tout ce que le monde fait alentour de moi. I'll take that over a few trinkets any day. And I discovered these different outcomes because I reloaded my save just to see what would happen had I chosen the other option. And while I had really been having fun with Rise of the Ronin up until this point, this was the moment that really solidified how much I was liking this game. Great combat, an intriguing story, decisions that matter, tons of stuff to do, and you can pet cats. Wow! My decision to spare Gonzo would pay off too, because in my upcoming story mission fight with Kira, I now had 3 allies going into battle instead of just 2. Myself, the eccentric Ronin, and Gonzo were an unstoppable trio ready to take Kira down. And that's just in the opening missions. I am tremendously excited to see who else I can recruit into my group. These were the core missions that we got to experience in our preview, but there's a lot more to do. While running in the open world, you might come upon towns that are overrun with troublemakers that you'll need to dispatch to restore order. There are mini games like the Gatling gun firearm range that was teased in the Ghost footage of Sony Tsushima, sent over, or the Sekiro, glider mini games Neo, that challenge you to break all the targets floating in the Assassin's sky. Creed, comme And while they qu'on dit. didn't show much of it in the video that we're allowed to use, there's an entire gear system at play that encourages you to learn different weapons and use tools like the sub-weapon class that includes things like throwing stars, rifles, bows, and more for combat to get a leg up in battle. That's in addition to your main weapons, by the way, which have a smattering of samurai classics. Rise of the Ronin is poised to give players a lot to dive into, and while it doesn't quite live up to PlayStation's first-party open-world exclusives in the graphics department, the developers at Team Ninja have focused on what's important. An engaging story that has a great hook to keep you exploring, a fun gameplay system that will keep you striving to perfect your skills, That's what and matters. all of that is found alongside a smattering of fun activities to challenge yourself with. I can't wait to see how it all comes together when Ronin launches later this month. For more on the latest upcoming games, don't miss our previews of South Park Snow Day and my real final preview of Dragon's Dogma 2. And for the rest of your gaming news, previews, features, reviews, and game help, stay here on IGN. God damn. Si vous étiez pas vendu là, sur Rise of the Ronin, I don't know what will. T'sais, encore plus si vous avez joué aux autres jeux de Team Ninja là. Got more Rise of the Ronin impressions. Story seems to be better than previous Team Ninja games. Tant mieux. Personnellement, les jeux de Team Ninja, je les joue pas pour la story, right? Comme je pourrais même pas vous expliquer c'est quoi la story de Neo 1, Neo 2, Neo DLC, Wolong Fallen Dynasty. Mais je peux vous dire que le combat est très solide. Et le gameplay est très tight. Tant mieux si l'histoire de Rise of the Ronin est meilleure que les jeux précédents. Mais comme j'ai dit, je vais pas jouer à Rise of the Ronin pour l'histoire. Je vais jouer parce que I'm gonna get that difficult challenge gameplay wise. Puis justement, le gameplay va être satisfaisant. Là. Le seul problème, c'est qu'il sort en même temps que Dragon's Dogma. Yeah! Aussi Princess Peach Showtime, right? Faut pas discredit Princess Peach Showtime qui sort la même journée là. Le monde sont comme, hey, what you picking up on March 22nd? Rise of the Ronin ou Dragon's Dogma 2? Watchez-moi bien là. Ben, quoi que
I ain't buying it, là. Je vais le télécharger via la Switch OLED. La Switch spéciale, right? Mais si j'avais à l'acheter, là, moi j'irais avec fierté au GameStop la journée, là, la sortie de Dragon's Dogma et Rise of the Ronin. Je dirais, one copy of Princess Peach Showtime, please? Because I am like that. Choices are a big focus and actually matter. Great combat, as expected, has a character creator. Les jeux de Team Ninja. Ah wait, les jeux de Team Ninja ont-tu un character creator? Non? Neo 2 en a un, right? Wolong, il y en avait-tu un? Me souviens pas. Wolong est sorti last year. Vous voyez à quel point ma mémoire, elle va pas loin, là. Surtout avec tout ce qui est video games. Il y a tellement de contenu qui est absorbé ici que j'ai de la misère à me souvenir de certaines affaires. Co-op only available during missions. Et open world impressions seem mix. On va en écouter un autre. Écoutons son nom de Noisy Pixel. Ou c'est juste un written preview? Ok, non, c'est un video preview. Let's take a look. Je pense que c'est le même footage par exemple. The partnership between Sony and Team Ninja has strengthened over the years with the success of Neo. The Ninja Gaiden developer utilized their knowledge of martial arts and sword action to deliver a truly awesome experience. Interestingly, instead of simply delivering what they know, they're attempting their first open-world action adventure in Rise of the Ronin. Stepping out of their comfort zone may have backfired though, given the lengthy development cycle. After playing through the opening chapter, the result is a world that exists, but the main star here is the combat and narrative. Masterful swordplay, disent les autres. Rise of the Ronin is ultimately a game of choices. This is instilled in the experience from the very beginning as you create a male and female character. These will be the twins who players utilize in combat, but again, an early choice dictates your avatar for the game's entirety. I will say that the tutorial wastes very little time getting you into the action, as Rise of the Ronin opts for a more hands-on approach. My first reaction to the controller layout was that of confusion, but I ended up getting used to it, and understanding the layout from a combat perspective allowed it to make more sense, but it did take some time. Wow, ouais, Nico. Intéressant, intéressant. Justement, on va en parler de ça tantôt, là. Vu que là, ça a du media attention. You're able to head out into the open world. Team Ninja has done a great job creating a vibrant and gorgeous setting, but it is largely forgettable. The various settlements and areas have very little that differentiate them, making traversal mostly about getting from one place to the other, but there's little going on between. Luckily, there are elements of the world that make it interesting, such as random events, rare materials, and even side missions. But the setting itself didn't really grab me. I will add that this is only me referencing the opening area, but throughout the campaign, the seasons will change and time passes, which also affects the world. This dynamic presentation will likely be the most compelling aspect of the open world and something I'm looking forward to being immersed in. Still, I'm sure many will compare the environments to Ghost of Tsushima, which is definitely more detailed than full, but what Rise of the Ronin does with its combat and narrative systems are what truly define it. Combat in Rise of the Ronin is extremely skill-based and requires you to utilize all available actions to get through each encounter. The game opts to focus heavily on deflecting attacks and strategic positioning to take down foes. The experience becomes a time-based encounter as you deflect attacks in a rhythmic pattern. This is the main means of survival and something that looks exceptionally cool when you master it. One of the more interesting elements is how the developers don't explicitly teach you how to chain together combos outside of the video previews of upgradable nodes. This high level of challenge is balanced with accessibility options to make the game a little easier. Je me demande si le parry system est similaire à Wolong parce que j'avais trouvé que le parry system était quand même assez satisfaisant à Wolong. Rise of the Ronin has a significant emphasis on its narrative Wolong slash Neo, c'est pas mal très similaire. Making the inclusion of a difficulty option smart to reach more audiences. The historical narrative of Rise of the Ronin is fairly dense. However, il y a un niveau de difficulté. To reach more audiences. But let's back up.
options, Rise of the Ronin has a significant emphasis on its narrative that branches out into other genres, making the inclusion of a difficulty option smart to reach more audiences. Ok, je sais pas pour Drake s'il y a un mode super duper hard, masochist mode, mais au moins il va y avoir un mode, I guess, easy pour les gens qui sont pas autant bons. Fait que, comme que la personne a dit, là, ça l'aide à tout ce qui est la notion d'accessibilité. Narrative of Rise of the Ronin is fairly dense. However, the game has a really cool encyclopedia that can be accessed during any dialogue scene. By browsing related entries, you can see details on the people talking and whoever they are talking about. Droppy aussi, Droppy, il lève sa main comme yes. This does fill out as you pour learn les more noobs about out the there. characters, but an interesting usage is when you have to make a choice. Depending on who you're talking to, you can pull up the information on the character to learn more about them and figure out if they are worthy to work with or not. There are also times where you may consider they'd be better off dead. The choice in the game lands you in the either pro-shogunite or anti-shogunite groups. At this point in my journey, I haven't seen the result of siding with one of these groups or the other, but I'm excited to continue down the path that I see most valuable. The depth of the combat and narrative elevate the experience of Rise of the Ronin and become the true driving force for the game. However, I will say that the dense writing and forgettable early mission structures do have me concerned about possible future repetitive scenarios. My biggest fear is becoming the region's errand boy, but I'm hoping that my chosen allegiance makes the later missions more impactful. If I'm just looking at the game through the lens of the first hour, my general feedback will be, wow, this is some awesome combat. Wait, why am I helping this random shopkeeper find materials? However, there's still a large world out there to discover, and I'm glad to see Team Ninja doubling down on what they do well. Precise and powerful action systems, while also being ambitious with an open world and narrative-driven experience. There you go. As I continue my adventure through history, I'm hoping to see the combat evolve further along with the impact of the story. From what I've played, there's plenty waiting for me in the later hours. Rise of the Ronin is coming to PlayStation 5 on March 22nd, 2024. Thanks for watching. This video is brought to you by our supporters on Patreon. NoisyPixel is run by a group of gamers providing independent gaming coverage through news, reviews, previews, and more. Check out our Patreon to help support our continued growth and subscribe to keep up with all our future content. There you have it. I'm hyped. Pour vrai, là, les previews encourageants de Rise of the Ronin me hype encore plus pour le jeu. J'étais déjà vendu, mais là, je le suis encore plus. Fait que, yeah, expect some coverage next week, vendredi, pour la sortie de Rise of the Ronin. Là, si je regarde là, le jeu qui est en tête d'affiche pour tout ce qui est le voting dans le Discord, c'est Dragon's Dogma là, qui est en tête encore une fois. Fait que, comme j'ai dit, dans un monde idéal, on couvre les 3 jeux. Right? Prince Peach Showtime, Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin. Mais on verra ce qu'on fait vendredi prochain. Dépendamment de si, tu sais, j'ai tel jeu. D'ailleurs, moi, il va falloir que je l'achète, Rise of the Ronin, parce que I didn't get that preview code venant de PlayStation, but it's fine. Ça me dérange pas de l'acheter. Je vous ai dit que je reçois de l'argent des impôts cette année? Je reçois quand même un bon montant, là, fait que, yeah, we're gonna be spending that shit sur Rise of the Ronin. Fait que, I'll gladly pay for that. Es-tu en train de dire qu'on n'est pas dans un monde idéal? Pourquoi on a Dune 1 et 2 alors? C'est une bonne question. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va se passer là, dans une semaine, Droppy. Est-ce qu'on va tout être atteindre la tuberculose, de la rougeole? Tu sais, comme... Je sais pas là où est-ce que la vie nous amène. Mais chose certaine, c'est que Capcom, c'était le pire segue du monde, je m'excuse. Capcom ont dévoilé certains trucs hier. On va tout être mis à pied, ouais, exact. Le monde va juste shut down. Capcom ont tenu leur deuxième diffusion pour le Capcom Highlights hier soir. Fait que c'était quand c'était jeudi passé, là, c'était tout le highlight, tout le focus sur Dragon's Dogma 2 puis Kunitsugami Path of the Goddess. Hier, l'emphase était mis sur Street Fighter Exoprimal et l'entièreté de la franchise Monster Hunter. Quoi qu'il avait dit qu'elle n'allait pas montrer de trucs par rapport à Monster Hunter, le nouveau, là. Je me rappelle plus c'est quoi le subtitle, là, mais le prochain Monster Hunter qui est prévu pour next year. Ça va être Monster Hunter Stories et Monster Hunter Now. Wild Pégondin, merci. Merci. Puis là, ce matin aussi, il y a eu comme le Monster Hunter 20th Anniversary broadcast
Fait qu'encore une fois, là, je vais flex le hoodie pour dire que ce n'est pas un sponsor stream. Look at that hoodie, right? It's ah, le Capcom, il est un peu à cause du bleu. Il est genre chromed out, but this is not a sponsor stream. J'allais couvrir le Capcom Highlights, même si Capcom m'envoyait pas de hoodie aujourd'hui. Ok? Fait que voyons voir là, ce qui a été montré lors du Capcom Highlights d'hier. On commence avec Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin qui sort le 14 juin sur PlayStation 4. Là, je me souviens plus si ça avait déjà été annoncé, mais je pense qu'on n'avait pas la date. Mais là, ça a été confirmé hier, 14 juin. C'est un jeu qui est déjà disponible sur Switch et PC. Il me semble qu'il est sorti genre en 2021 originellement. Yeah, juillet 2021. On regarde le petit trailer. On est une pique ce matin, man. Si je me trompe pas, c'est le genre de Monster Hunter qui est, I guess, similaire à un genre de Pokémon. Il y a comme tout un rock, paper, scissors combat mechanic dans ça. On regarde some DLC, character DLC. Et some, ooh, that's a nice looking armor. You can receive this by linking your save data. Ok, fait que si t'as joué à Monster Hunter Rise, tu vas avoir des petits bonus pour Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin on the PlayStation. Nice. Autre affaire qui va sortir aux côtés de Monster Hunter Stories 2, c'est Monster Hunter Stories Remastered. Donc le premier jeu qui est un 3DS game, si je me rappelle bien, va sortir la même journée sur Switch, PlayStation 4 et PC. Là. Remarquez que, for some reason, il n'y a pas de Xbox release pour les deux jeux que je viens de montrer. Est-ce que l'argent, est-ce que Microsoft demandait pas assez d'argent? J'ai aucune idée, mais ce sont deux jeux qui skip Xbox. Ce qui est quand même surprenant parce que Xbox, leur messaging depuis comme quelques mois, c'était comme hey, on veut plus de propriété intellectuelle japonaise sur notre plateforme. Tu sais, comme ils ont amené pas mal toutes les personas sur Game Pass lors justement du Xbox Partner Direct or something, là, la diffusion de last week. Là, ils ont mis le spotlight sur Kunitsu Gami Path of the Goddess. Puis, mais ça, pas de Monster Hunter Stories sur Xbox for some reason. Yeah, maybe, John. Aucune idée. Mais il est quand même sur Switch, fait que pourquoi? I don't know. On regarde la bande-annonce pour Monster Hunter Stories Remastered. Yeah. On voit que visuellement là, c'est un peu plus daté, mais comme j'ai dit, c'est un 3DS game, right? On va aller vérifier là, pas dire de la merde. Monster Hunter Stories.
It is a 3DS game. Fait que make sense que visuellement c'est un peu daté, but you know, au moins il va être disponible sur d'autres plateformes, sur des plateformes actives et pas des dead platforms comme la 3DS. RIP 3DS. Great platform, jusque là, supporté. Fait que remaster qui s'en vient le 14 juin as well. Et il y a un double pack qui va sortir là, physique, qui comprend Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin pour la Switch. PS4 version va être digital only, malheureusement. Mais s'il y en a qui veulent expérimenter l'entièreté de la série Monster Hunter Stories, well, there you go. Vous allez pouvoir vous acheter le physical bundle qui sort la même journée. Moving on! Capcom a annoncé également une collaboration avec un autre de leurs propriétés intellectuelles dans Exoprimal, parce que you gotta beef up the numbers, right? Faisons un petit topo là sur où est-ce qu'on se situe pour Exoprimal sur Steam. Yeah! Not looking too good, right? 122 personnes in-game au moment où est-ce qu'on se parle. Un pic d'il y a 24 heures de 148. Au moins, ils respectent leurs engagements puis ils continuent à supporter le jeu long terme. Season 4 de Exoprimal sort le 17 avril. Et meilleure vedette, Mega Man, comme j'ai mentionné. Voyons voir à quoi ça consiste. Exoprimal, where exosuits and dinosaurs clash in massive team-based multiplayer action. Exoprimal has featured 2 collaborations with other Capcom franchises. The first was the Street Fighter VI collaboration, and the second was the Monster Hunter series collaboration. Now we have an exciting announcement for avec Title Resident Update Evil. 4. 122 de plus que Babylon's Fall. Yeah, parce que je... Ah yeah, let's Our go! third Capcom collaboration will feature Mega Man. Wait, tu te rendu sur un side-scroller ou c'était juste... Hein? There will, of course, be Mega Man-themed exosuit skins and emotes along with a collaboration Okay, that's mission. pretty cool. To fight Mais a ouais, certain Babylon's Fall, infamous boss RIP, hein, character. n'existe plus. We'll share more details about the collaboration mission soon. Title Update 4 will also include new beta variant exosuits, along with new rigs and modules. Zephyr Beta, Boost Claws. Vigilant Beta, Bow Hunter. Krieger Beta, Blitz Cannon. Murasami Beta, Wind Caller. Witch Doctor Beta, Plasma Shot. C'est triste, Nimbus hein, Beta, parce qu'il y a personne qui Wild joue. Bomb. And the new rig, Mortar. Ce jeu-là criait Dead on Arrival, je pense. C'était quoi le public cible? Yeah. Create your own unique combination of exosuits, rigs and modules. J'imagine que c'était peut-être un test pour Capcom au niveau du live service. Quoique c'est pas un free-to-play game, mais tu sais, il y a des season pass and regular content. Maintenant qu'il enlève le Game Pass, it's dead, I guess. Mais c'est ça, là. Je serais pas surpris si d'ici la fin de l'année, on a un petit post de Capcom qui dit qu'il sunset le support pour Exoprimal. And other items as rewards that are only available in this mode. That includes these first-class gold skins. What the fuck, Nico? Un graphic novel. The second is Custom Match Mode. In this mode, players on any platform can join a game together as long as they have the lobby code. You can choose to play on any mode, mission, or stage, and of course, you'll earn EXP and Bitcoin as well as advance the story. You'll also be able to participate in the ongoing Savage Gauntlet On va mission finir par as comprendre qu'on n'a well rien as à Time faire Loop des Rebellion. live service games. And finally, for our PvP T'sais, players, we ce have jeu-là, là, no joke, si ça avait été single player, j'aurais sûrement plus été intéressé que si c'était multiplayer. Mais le concept du jeu, c'est justement... Mais quoi qu'il y a genre un single player kind of campaign, me semble.
Mais comme si ça avait été juste comme single player, genre pur et dur, j'aurais sûrement comme peut-être fini le jeu là. Parce que c'était cool. Mais tout l'aspect genre multijoueur. Le concept aussi était nice là, de comme genre. Ça me faisait penser un peu à Overwatch. C'est comme du PvPvE type of stuff. Mais c'est ça, comme à long terme, là, tu vas pas me voir hop-in sur Exo Primal de manière hebdomadaire ou de manière quotidienne pour grinder les dailies là, ou whatever. Là, tu sais. This mode lets you play Alex lui dit j'ai bien aimé durant le premier mois. C'est ça, c'était cool, genre une fois. Continued to add an array of content, including limited campaigns, Savage Gauntlet, boss battles, and more. Exoprimal Title Update 4 drops on April 17th. Ça va la musique, man? On est rendu dans un anime or something? We'll see you in the war games. It'll be massively fun. Merci, gentlemen, pour le 57e mois de resubscription. Très apprécié. Fait que ça ressemble à ça, là, le contenu qui s'en vient pour Exoprimal. Comme j'ai dit, dommage qu'il y ait personne qui joue à ce jeu-là. Parce que Capcom ont l'air de mettre de l'effort là, dans le contenu. C'est juste que no one cares, right? Ça aurait été sûrement mieux passé si le jeu était gratis comme un bon live service. Et true, effectivement. C'est une histoire différente si le jeu est free to play. Il est sur Game Pass, fait que dans le pire des cas, si t'as un abonnement, t'as accès à faible coût. Mais effectivement, si tu joues sur une plateforme comme PlayStation, ben, you gotta pay for it, tu sais. Mais est-ce que le jeu est pas trop compliqué, trop de concepts, etc. Ça reste à voir à quel point il y a de la longévité. Mais Helldivers 2 a l'air à l'avantage de simplifier un peu le gameplay loop. Right! Pigonnet, il soulève un bon point, effectivement, parce que Helldivers, là, le concept en soi, c'est pas mal similaire, which is, genre, tu drops à une place pis tu fais juste gunner des ennemis, là. Sauf que, effectivement, la manière que c'est amené, c'est beaucoup moins complexe ou approfondi. Mais je pense que c'est plus au niveau de la loop qui est intéressante, là. C'est comme tout le meta-concept de Helldivers, là. Avez-vous vu comme tout le meta-marketing qui se donne avec Helldivers 2 au travers de leurs réseaux sociaux, là? Ça, là, c'est quelque chose que, genre, j'ai pas vraiment vu faire un jeu vidéo faire, là, ever, là. Juste pour vous donner ben, tu sais, comme là, ils viennent de publier une affaire, là, Major Order, Activate the Terminated Control System. Mais genre, last week, c'était quoi? C'était l'affaire avec les mechs, là. C'est ça ici, là, qui était comme... Yo guys, faut qu'on on secure le Tien Quan Factory pour avoir les mechs. Fait que si vous faites pas ça, ben ça va nuire à la production. Fait que les mechs, ça va prendre plus de temps avant qu'ils soient ajoutés dans le jeu. Fait que ça, c'est nice comment c'est amené. Tu sais, comme on... Je pense qu'on est rendu à un point avec les live services. D'autant plus que c'est encore plus compétitif comme espace, là. Faut que tu fasses autre chose que juste... feeder ton jeu avec du contenu, là. T'sais? Puis une des affaires que Helldivers fait bien, c'est justement tout ce meta aspect là qui est quasiment comme à l'extérieur du jeu en soi, là. C'est une des raisons pourquoi encore à ce jour là, Helldivers connaît beaucoup de succès, là. Si on regarde les numbers sur SteamDB, là, je pense pas qu'ils ont baissé ben. There you go. 175 000 en ce moment, un mardi matin à 10h. Puis le pic de 24 heures, là, c'est 310 000. Là. That game is doing really good. Définitivement mieux qu'Exoprimal. Ils doivent juste passer le content qui était déjà prêt d'avance avant de pull the plug. Mais d'après moi, c'est exactement ça, John. Ils vont... tu sais, Capcom ont un bon historique de supporter leur jeu à long terme. Là. Tu regardes Monster Hunter Rise, là. Continue à roll out des updates pour ça de contenu, même si c'est pas des updates significatifs, là. Fait qu'ils vont respecter leur engagement. J'imagine qu'ils ont comme un roadmap de 1 an. Right? Ils ont comme prévu un roadmap de 1 an pour ce jeu-là. Puis je pense que c'est sorti comme en juin. Je serais vraiment pas surpris si au mois de juin, on a un post qui dit Hey guys, Exoprimal servers are shutting down. On a essayé. Ciao bye. Right? Parce que même en ce moment, c'est genre 15h en Europe. C'est pas le peak hour là-bas non plus. Non, tu sais, c'est ça là. J'ai quasiment envie d'essayer Exoprimal. Je pense que je vais le downloader, voir c'est quoi le problème.
I mean, go ahead. Je sais pas si tu vas être capable de trouver une partie, par exemple. J'imagine que oui. Peut-être qu'il y a des AI people qui fill le gap, mais yeah. Tu nous en parleras, Simnope. En attendant, couvrons d'autres highlights du Capcom Highlights, qui inclut le teaser pour Akuma, qui va s'intégrer dans le roster de Street Fighter 6 ce printemps. Fait qu'on a un petit aperçu là. Spring 2024 pour Akuma. I mean, the solo part. Mais je pense que dans le solo part, il y a du multiplayer de mémoire. C'est du PvPvE. Mais je pourrais me tromper là. Ça fait 1 an que j'ai pas bout de ce jeu là. Fait que. Je pourrais être dans le champ. Hundreds of opponents, all felled by his hand. Il est tellement badass, Akuma. Thousands of strikes exchanged. They forged his spirit. Un Kamehameha. He's never looked this good. Every moment Yeah. engraved into his very being. God damn. Fists with ambitions so great, they seek to soar beyond the very heavens. Ooh la la. Jesus Christ. Suits. Okay. We see you, Akuma. Check it qui flex leur awards. Game Awards 2022 Best Fighting Game. DICE Fighting Game of the Year winner. Well deserved. Well deserved. Ensuite, Ghost Trick. Y'all motherfuckers better play Ghost Trick. A été annoncé pour une sortie sur mobile platforms, donc iOS et Android. Ghost Trick Phantom Detective, qui est le remake du DS game qui est sorti last year. Là, il sort sur téléphone cellulaire. Fait que that's pretty cool. Ghost Trick, ça a été un de mes standout games de l'année dernière, right? Ça a été mon introduction, kind of, aux visual novels. Et j'ai vraiment aimé ça, pour vrai. La story in this game takes some twists and turns you don't see coming, let me tell you. Genre pour vrai là, j'en parlais avec Dune là, le third act de Dune est quand même très captivant. Le third act de Ghost Trick, man, est aussi très captivant là. Je me souviens là, quand j'étais rendu à la fin de ce jeu là, je l'ai fini d'une traite parce que j'étais comme investi à vouloir savoir comme qu'est-ce qui se passe là. Parce que comme j'ai dit, you don't see the twist happening, it's fucking crazy. Fait que y'all motherfuckers better play Ghost Trick quand il sort le 28 mars sur téléphone intelligent. Capcom, ils portent beaucoup leurs jeux là, sur téléphone intelligent. Là. We got Resident Evil 4, we got Ghost Trick. Next up, we got Monster Hunter. Peut-être pas, mais on verra pour le prochain iPhone. On va avoir Monster Hunter Wilds on your telephone. That'd be crazy. On n'a pas fini parce que là, comme j'ai dit, ben ça c'est pour le Capcom Highlights d'hier. C'est les principales annonces qui ont été faites. Ce matin, ils ont annoncé une collaboration entre Street Fighter 6 et Monster Hunter pour le 20e anniversaire de la série. Fait que let's take a look at what this is all about. Due out in April, Capcom has announced a Monster Hunter 20th anniversary collaboration for Street Fighter 6, which will allow players to adventure through the Battle Hub in Rathalos armor and take photos in a designed space built for hunters. It will launch in April. Let's take a look at this.
C'est quoi les liens que Nico a drop in chat? I got this, yes. Et l'autre, c'est quoi? I got this as well. Ils sont tous sur mon autre écran. Don't worry, I got them I'm Naughty Gang. Nobel Naughty Gang, man. You know what I mean? Je devrais apprécier que les modos ils linkent des affaires dans le chat, mais je suis comme, guys, I'm out the top of my game, it's good. I don't need you. Je l'apprécie quand même, parce que des fois il y a des affaires que je miss, puis vous le linkez dans le chat, fait que tant mieux. Continuez de faire ça. Je préfère que vous le fassiez pas. C'est beau, arrange-toi. Ils font du modsplaining, yeah, non, c'est ça. That's it, that's all we get. Ok, fait qu'ils ont vraiment fait une diffusion pour annoncer this. C'est tout? Ok, cool. Cool. Et dernière nouvelle relative à Capcom. Fait que le hashtag #AdNotAd là, à cause du hoodie, se termine avec un spotlight sur Monster Hunter World qui a officiellement vendu 25 millions de copies depuis sa sortie in 2019, I wanna say 2018, 2019. Let's see Google. 2018. Fait que quand même en 6 ans là, c'est officiellement le best-selling Capcom game of all time. C'est quand même fou, hein? C'est moi quand je pense à Capcom, je sais pas pour vous dans le chat là, mais la première franchise qui me vient à l'esprit là, quand je pense à Capcom, c'est Beautiful Joe. Non, c'est pas vrai. C'est Resident Evil. Puis je pense aussi la franchise qui est arguably le plus mainstream à cause de son héritage, c'est Resident Evil. Ou encore même qui est... Ah, je veux pas starter un débat in chat, là. Je veux pas te dire n'importe quoi, mais encore une fois, qui est arguably la plus importante / influential, c'est Resident Evil. Mais ce n'est pas un Resident Evil game, le top seller, c'est Monster Hunter World. Et par le fait même, la franchise de Monster Hunter a vendu au total 97 millions de copies au travers ses années de gloire. Mega Man, c'est un autre excellente franchise qui illustre pas mal Capcom là, quand tu penses à Capcom, ou qui te vient à l'esprit quand tu penses à Capcom. Là, vite de même, là, je pense pas que Monster Hunter c'est la franchise la plus vendue. Je pense que ça reste Resident Evil. Me to myself, don't start a debate, don't start a debate, don't start a debate. Mais tu peux le mentionner, là, Nashi, ça me dérange pas. Là, on peut avoir la discussion, mais tu sais, comme moi personnellement, là, quand je pense à Capcom, je pense à Resident Evil. C'est le premier jeu qui me vient en esprit, mais en même temps, c'est la série de Capcom qui me parle le plus, puis qui m'a plus, genre, pas affecté. Yeah, kind of. Tu sais, comme Resident Evil 4, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, là, fait que... Quand je pense à Capcom, je pense aux Zelda sur Game Boy. Of course, c'est juste Hobo qui peut avoir cette take-là. Not a joke en plus. God damn. Hobo il est comme moi quand je pense à Capcom, je pense à Zelda Minish Cap. Mais on a pas mal downgradé au fil des années, tandis que Resident Evil est resté relevant. True, effectivement. Tu sais, tu regardes cross-media, là. Resident Evil, il y a une série sur Netflix, il y a des films, quoique. C'est ça. Même Monster Hunter, il y a eu un film. C'est ça. Street Fighter, je pense que Nashi dit, je pense que Street Fighter a été le plus influential. Ça a créé le jeu de combat. Street Fighter 2 qui avait un bug qui a créé le concept de combo dans les jeux de combat. Street Fighter 2 avait aussi ce soundbite qui a influencé beaucoup d'affaires, right? Aussi, Street Fighter, je te l'accorde, effectivement. Tu sais, quand on pense aux jeux de Capcom, Street Fighter revient aussi. Mais c'est ça. Capcom a quand même des grosses licences là, qui ont influencé beaucoup d'autres titres, effectivement. Là. Je me rappelle du son quand je joue ma Game Boy. Ah, même pas Minish, Oracle, Ages, Season. Non, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais moi, quand. Tu sais, admettons, si tu me dis quel jeu de Zelda tu penses avec Capcom, moi, c'est Minish Cap, là. Mais Resident Evil, c'est la plus grande franchise de Capcom. Mais c'est ça, d'un point de vue des ventes, là. Pour la franchise, je suis pas mal sûr que
au final, c'est Resident Evil. Mais, tu sais, le titre le plus vendu reste Monster Hunter World. Pas dur d'influencer quand t'es tout seul dans ta catégorie. On s'entend que Win Fighting Game of the Year, c'est l'équivalent de s'auto-taper dans la main. Ben, il y a eu des bons fighting games last year, là, DJ Burnout. Il y a eu Mortal Kombat 1, il y a eu Nickelodeon All-Star Brawl, quoique le Steam player base ne reflète pas la qualité du jeu, à mon avis. Tu sais, on vient d'avoir Tekken récemment. Fait que, tu sais, il y a quand même de la compétition, là, au niveau des fighting games. Mais t'as quand même raison que genre Street Fighter est le top of the top là, en ce qui concerne le fighting game. C'est-tu les sales pour les franchises, ça? Les Grandins? Je pense que oui. Il y a eu 22 jeux de Dead Rising. What the fuck? 63 Monster Hunter. 97 millions au total. Si on regarde Resident Evil pour comparison, c'est ça. C'est comme Resident Evil, ça reste la plus grosse franchise. Là. 154 millions, mais il y a quand même eu... Il y a eu 170 Resident Evil! Oh my god! Mais si ça compte les re-releases, les ports, les ci pis les ça, là, les spin-off games aussi, 170! C'est beaucoup, là. Tu sais, comme Dino Crisis, ça dit qu'il y en a eu 13. What about Street Fighter? Tu sais, Street Fighter 98, 53 millions. Mega Man, il y en a eu 169, 41 millions. Damn. J'imagine que ça compte chaque console aussi. Yeah, pas mal sûr que ça aussi, là. C'est comme chaque SKU individuel, là. C'est quasiment bad si tu regardes ça. Ben ouais, hein? C'est comme même pas comparable. Resident Evil a un titre de plus, 154 millions. Mega Man, 41 millions. Mais tu sais, je me rappelle c'est qui le suivait dans le chat tantôt, mais Mega Man, ça drop, là. C'est putain cool, Mega Man. C'est quel le dernier bon jeu de Mega Man qu'ils ont fait? On a-tu la liste des jeux? Non. Je pense que c'est à cause que Street Fighter était plus dans les arcades. Que c'est important, tu parles? Mega Man vit un peu le syndrome de Sonic. True, effectivement. La franchise se cherche un peu en ce moment. Là. Mega Man a eu de la difficulté à rester relevant avec le Switch à la 3D. Yep, effectivement. Mais comme avec le rise des 2D indie games, il y a de quoi à faire. C'est juste que faut que tu l'exécutes comme du monde. Là. Donc, j'associe Capcom à Street Fighter. Yeah, aussi, là. Street Fighter, c'est très OG. Ça remonte à avant les consoles, là. Fait que, yeah. Grand Blue, Under Night, Skullgirls, Guilty Gear, Smash aussi, là. Joey dit... c'est pas Smash. Ben, le jeu... Le fighting game le plus vendu de tout le temps, c'est Smash Ultimate, si je me trompe pas. Il a dépassé... Street Fighter 2... Me semble... Yeah. Metroid Dread, Prince of Persia, Mario Wonder, ça reste 2D et relevant. Yeah, mais tu sais... Yeah. C'est quel le modern 2D Mega Man qu'on a eu? Genre récemment. Je pourrais pas te le dire, là. Mighty Number 9. The game was not good. Mais encore là, tu sais, tu vois ton point hobo, mais d'un point de vue de vente, là, Metroid Dread. 3 millions de copies vendues. Prince of Persia, not doing too hot in sales, déjà en rabais. Mario Wonder, c'est Mario. C'est pas comparable. Mais la qualité des jeux est là. On s'entend qu'en dehors des Smash-like, le fighting game est ultra niche et Japanese-fied. Ben, tu serais surpris, DJ Burnout. Je serais comme pas prêt à dire ça, nécessairement, là. Fighting games, les fighting games... Avec justement les dernières entrées comme Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8, je trouve qu'ils ont mis en place des systèmes qui font en sorte que c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Tu sais, tu peux clairement, avant là, le fighting game genre, là, genre pour entrer là-dedans puis faire quelque chose, là, moi je me disais, il faut que tu joues avec un fight stick. Impossible que tu puisses jouer à ces jeux-là sans fight stick et tu vas être à chier. Ils ont traficoté les systèmes pour faire en sorte que ben, tu peux clairement
jouer à ça et avoir du fun avec une controller. Je pense que la politique interne de bonus pour les employés sont la raison des rabais sur les jeux Ubisoft rapidement. Je suis pas au courant de ça, Hobo. Je sais pas c'est quoi exactement. Ouais, vous. J'essayais de voir s'il y avait un rabais sur Tekken 8 justement. V'là pas longtemps là, sur les sites de clés à rabais. Mais yo, j'ai checké sur Marketplace. Le monde vend Tekken 8 à 60 balles encore. Genre, parce que je vais juste faire la campagne de Tekken 8. Genre sur Cheap Keys 2 Game G28. Yo, ils vendent ça encore plein prix là. Fait que. Là, je vais voir le Steam DB player count là. Tu sais, hey! That's pretty good. Il y a encore 17 000 personnes qui jouent à Tekken 8 sur Steam. Puis sur console, ça doit être plus élevé là. Bref. Si on revient à Monster Hunter World, qui est le top vendeur pour Capcom. Celebrating its 20th anniversary in March of 2024, the Monster Hunter series consists of hunting action games that pit players against giant monsters in beautiful natural environments. Beginning with the first title in 2004, the series established a new genre in which players cooperate to hunt ferocious monsters with their friends and has since grown into a global phenomenon with cumulative sales of the series exceeding 97 million units as of December 31st, 2023, pardon. With Monster Hunter World, Capcom drove the Monster Hunter series to global brand status with a series first worldwide simultaneous launch and international promotional activities, establishing the game as Capcom's best-selling title of all time within a month of its release. In the 6 years since the game's launch, Capcom has continued to promote digital sales, leading Monster Hunter World to achieve a new Capcom all-time record of 25 million cumulative units sold. Further, in December of last year, Capcom revealed Monster Hunter Wilds, garnering broad attention with the announcement that the latest title in the series is scheduled for release in 2025. Pensez-vous, chat, que Monster Hunter Wild va battre Monster Hunter World en termes de vente? I do think so. Parce que là, je pense que Monster Hunter, la franchise, a élargi ses horizons. Il y a plus de monde qui connaissent la franchise. Entre autres, à cause de Monster Hunter World, de Monster Hunter Rise. Oui, mais ça va prendre du temps. Yeah, je pense pas que du jour au lendemain, ça va dépasser 25 millions. Là. On se calme. Mais au fil du temps, là, à long terme, je pense que ça va excéder les chiffres de Monster Hunter World. Quoique, je pense que ça va être un current gen only game. Fait que ça se peut. Ça se peut que on voit pas le résultat genre dans les premières années. Là. Mais je serais pas surpris qu'au lancement, là, ça devienne le fastest selling game pour Capcom à son lancement. C'est-à-dire que ça va battre le record de Monster Hunter World qui était justement là, ça le dit dans l'article. Là. Best-selling title of all time within a month of its release. D'après moi, ça va vendre. Ça va le dépasser une fois que Monster Hunter Wilds va sortir. Capcom remains firmly committed to satisfying the expectations of all users by leveraging the industry-leading game development capabilities in order to create highly entertaining gameplay experiences. Fait que, yeah. I mean, Capcom qui is on a roll right now. Ça va bien chez Capcom. Les employés, ils ont des bonus, ils ont des augmentations de salaire. Ils se font pas mettre à pied. Good for them! Good for them, man. Et c'est ça, toutes les nouvelles relatives à Capcom pour ce matin, les amis. Transférons là vers une autre compagnie japonaise qui a un bon historique là, avec les OG game franchises. Et oui, je parle bien ici de Konami. Konami qui cherche là in the video game industry in this day and age, right? Qu'est-ce qui se passe avec Silent Hill? Ben, il y a plein de projets de Silent Hill qui s'en viennent. On a Silent Hill 2 Remake qui s'en vient à un moment donné. Castlevania, I don't know what the fuck is going on with that. C'est pas mal dead in the water. Metal Gear Solid, Kojima est plus impliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? We don't know. Mais chose certaine, c'est qu'on fait des mid-ass Contra games, right? Donc après Contra Rogue Core,
Let's See, qui est sorti en 2019, comme on peut voir. Stellar Reviews, 52 de moyenne, avec 26 critiques et 3.9 de moyenne des user reviews. On a Contra Operation Galuga qui sort dès aujourd'hui, qui a une moyenne de 70 sur Metacritic avec 10 critiques de listés. Fait que c'est un peu meilleur là que la dernière entrée, on va se le dire. We doing sarcasm this morning, yeah. Fait que faisons un petit review roundup là pour Contra Operation Galuga. On va voir ce que Victor Lucas a à dire sur le jeu. Ça fait un bout qu'on n'a pas écouté une critique de Victor Lucas. Fait que écoutons sa critique. Like you lifers out there, when Konami announced that they've got a brand new Contra game called Operation Galuga headed our way and it's coming very soon, I was very, very excited. This is a reimagining of the original story from the NES days, Ah ouais, the c'est un arcade reimagining, days, ça, je with a savais lot pas. of cherry-picked elements from the Contra series across time, which is a very smart way to approach this type of gameplay. And best of all, it's being made by WayForward, so I was very excited for this. And I asked Konami for a Nintendo Switch review code, and they sent one to me, and thank you very much for that, Konami. I did jump in, and I was having a good time with this game, but something about the game just didn't really feel right. It didn't feel as buttery smooth as I was anticipating. Tantôt on parlait de Rise of the Ronin, là, que visuellement c'était pas épatant. L'affaire qui arrive, c'est que la direction artistique de Rise of the Ronin makes sense. I don't see it dans Contra Operation Galuga, là. Surtout avec une franchise que genre dates back to the NES days, qui a quand même un look là, surtout pour la première sortie de Contra, qui avait un look assez unique et avec la personnalité, même si c'était du pixel art. Là, je regarde ça, les visuels, là, je sais pas pour vous, mais je trouve les visuels so fucking generic, ça me turn off, ok? C'est genre, je me souviens là que back a couple of years ago, là, Max Zenev avait genre le débat comme quoi que les visuels de... C'était quoi? C'était Ghosts and Goblins Resurrection, le turn it off. Ben moi c'est ça avec Contra Operation Galuga. Là. Je regarde ce jeu-là pis j'ai le goût de vomir dans ma bouche. On dirait un jeu pour le Ouya. Mais c'est ça! A developer with as vaunted a history as WayForward has, and I think what's really gone on with the Switch version of the game and why there was a little bit of a disconnect, I don't know so much if it's input lag that I'm feeling when I'm playing the game or it's the 30 frames per second, but it doesn't feel 30 frames per second. And one of my most recent Switch experiences was ça. playing Prince of Persia: The Lost Crown, which I was also able to play on the PlayStation 5, but I actually preferred playing it on the Nintendo Switch because there was no loss in frame rate. It just felt fluid and super fun. And that is an incredibly robust, side-scrolling 2.5D game. And I was kind of expecting the same type of experience out of Contra Operation Galuga. And I've thought about this a little bit, and I think one of the things that's really obvious here is that WayForward is an excellent 2D developer. They work with sprites a lot, and the decision was made for this game to update everything with polygon graphics, but also keeping it really true to the design ethos that Contra games have had through the ages, whether you've jumped in on the Game Boy or played on Super Nintendo. Contra 3 Alien Wars on the SNES is absolutely incredible, by the way. And this game does comme ça, là, ça a beaucoup plus de personnalité que Operation Galuga. Là. C'est un jeu qui date de 1992. And echo and pull from liberally from little pieces of content. Regardez, this shot right here là. Echo and pull from... What the fuck are we doing? Y'a rien qui se passe dans le background. C'est genre, c'est quoi, des pipes, des bridges? No personality versus. Let's go back. Absolutely incredible, by the way. Genre, regardez comment il y a plus de something going on in the background avec ça, là. What the fuck are we doing? And this game does mirror and echo. Pis pas juste ça! Est-ce, j'ai fait la démo, controls like ass! Pull from liberally from little pieces of content and characters. You get the Probotectors in there. You get characters that you've seen across, of course, all the NES stuff and the Super Nintendo stuff. So it's really cool that it borrows from there. But WayForward, I think, could have served this platform specifically if it had chosen
to go with pixel art and run it at 60 frames per second. Now, that wouldn't have been easy either, because what we all know about Contra, and especially what we expect out of Contra in a 2024 reimagining, is just an amazing amount of visual stimulation and bullets all over the freaking place. This is a series that really kind of put the run and gun genre on the map. There had been other run and gun games before that, and lots of different approaches with this, but I think run and gun kind of reached a new plateau. Contra is almost analogous to what Castlevania did for that sort of exploration and action-adventure type of gameplay and that retraversal mechanic. So Castlevania and Metroid kind of carved out that niche, and Contra almost has that same kind of respect as a run and gun experience. And one thing that really kind of drove it home for me playing this game as well is that this is, when you think back to oui, the pour vrai, 80s run original butter games, smooth. La seule it's affaire, like c'est the les developers cutscenes, were ils already drop à 30 developing FPS, space mais sinon, shooters with lots of bullet hell to kind of navigate rien à through. dire. And then J'ai they joué put sur la Switch legs on the spéciale, Alex, spaceships fait que and let you run all over the place and jump on all kinds j'ai of pas stuff. senti mon And expérience that's être kind of ruinée how par it feels. This feels like a bullet hell game. la Switch, You la can play potato this Switch. Contra Operation Galuga with the idea that you can get hit once and die, just like classic Contra games. And I absolutely recommend, if this game looks interesting to you, to pick up the Contra Anniversary Collection that Konami Ben, released c'est ça. across all the platforms. You wanna That play is Contra, exceptional. là? And playing this definitely Play made the me want to old go back. ones. But yes, I really kind of clued into the fact that this was like a bullet hell space shooter, but you're running around and you're picking up all kinds of cool weapons. You've got spread shots and machine guns, and you can stack those as well, so you can get like a level 2 homing missile if you want. They've also got an overload mechanic where you can basically lose the weapon, but it blasts out some kind of protective force field around you, or lots of missiles take out all kinds of enemies on screen. And there are power-ups that are Tu vois, floating Steam Deck, across ça the run bien screen all mieux, the là. time, and you're picking them up. I was picking up the machine gun power-up way more often than I wanted to, and out of the range of power-ups, I love the flamethrower, but that homing missile was fantastic. The laser escalates really well, and then there's this gun that my kind God, of c'est shoots tellement black jarring. holes onto the screen, 30 which is FPS for really, this type really of game, freaking dude. cool. But anyways, I was playing this on the Nintendo Switch, and I was expecting a 60 frames per second buttery smooth experience. That's not what I got, and I was kind of deflated by it. I don't know what's going to happen with this version of the game. I don't know if WayForward can patch it, but what I kind of recognized is that WayForward isn't at that sort of 3D kind of level that the Ubisoft Montpellier team is, and Ubisoft's got all of these studios and all of this expertise all over the world. And, you know, I beat the Lost Crown game and saw the list of credits of all the people that worked on that massive game, and it's a lot. There were a lot of developers on that game from studios everywhere, and WayForward probably didn't have the budget, probably didn't have the resources, and this game is multi-platform. So what I really clued into is that the Switch is not the version to pick up Vraiment, Contra Konami les a pas bien Operation aidés Galuga non on plus, là. if you have other platforms. If you've got a nice PC or you have a PlayStation or an Oh Xbox, my God, it's dude. all over the place. And likely WayForward was kind of stretched to get it on all of these different machines, running as optimally as they can on all of these different systems, and the Switch took the knock. That 30 frames really... And it's not always 30 frames. There's definitely some chugging that's going on. And there's so much cool content in this. Lots of interesting bosses and, you know, mechanized enemies that you got to take over. And there's mutated monster type creatures in this as well. Lots of cool environments to jump into. There, of course, it's 2.5D, so it's not always just scrolling, run and gun. There's pivots around the corners around things, and sometimes you'll be chased by enemies. It's really clever with its design elements. And it's awesome that it kind of pulls n'est pas la version à prioriser, là. Contra lore, Fait que, but it also delivers I'm probably four-player not play. If gonna you want to play it. you can play as a bunch of different characters. There's a challenge mode in here, as well as this story mode, which isn't great in terms of its execution. You know, there's a lot of just like still images and things to read, and I found even like the how to play the game section was a little minimalist. You're basically just reading menu pieces, and I think there are just a lot more games out there that showcase how you can onboard somebody to jump in and be excited all the way along. And so there's you know, a little bit of a start-stop in the way that the story is served up, and definitely a little bit of a start-stop in the way that the frame rate is handled on the Nintendo Switch version, and just that
one-to-one connection, and I wanted to test that for myself. I don't have final code for PS5 or PC, but I downloaded the demo for both platforms. Felt fine on the PC. Honestly, the controller was a factor in this as well. I much prefer the D-pad and the ergonomics of the DualSense over the Nintendo Switch Pro controller, which is what I was using. And my boy Victor, what the fuck are you saying? Tu préfères le D-pad de la DualSense que le D-pad de le Pro controller? I need a second. Are you nuts? My man. Let me explain to you the power of a D-pad, ok, pour les 2D games. T'as une croix parfaite juste ici là. Y'a pas de trou. It works. This shit right here. T'as un trou. Pourquoi ma manette elle disparaît? T'as un trou entre le D-pad. C'est pas autant smooth. J'ai le D-pad. Surtout, c'est comme jouer à des 2D games like in DualSense. No thanks. No thanks. Je joue au joystick all the time aux 2D games comme Prince of Persia. Prince of Persia, tu peux pas jouer avec le D-pad. Le gros point fort de la Pro Controller, c'est que t'as un bon D-pad et des bons joysticks. Moi, là, une des raisons pour que j'adore mes Pro Controllers, parce que je n'ai plus qu'une, c'est justement le D-pad. Le D-pad feels great. Genre, on dirait que Nintendo là, a perfectionné le D-pad. Genre, où ils ont mis des slight tweaks au D-pad de la NES Controller. Là. Genre, ils ont évolué ce D-pad-là au fil des années. Là. Moi, meilleur D-pad, là. Meilleur que celui de la DualSense by Mile, puis aussi celui de Xbox. Celui de Xbox, je me souviens même plus c'est quoi. Oh yeah, c'est ça là, c'est genre circulaire là. Il est définitivement meilleur que celui de Xbox One là. Ça c'est celui de Xbox Series. C'est pas si pire, mais je préfère de loin le D-pad de la Switch. Merci pour de rappeler aux gens que je suis fucking rich. Moi, like quand je vais avoir ma paye cette semaine, puis mon retour d'impôt. Yeah. J'aime pas la position du D-pad sur la Pro Controller. Je préférais qu'elle soit inversée avec le joystick de gauche. Comme la manette de PlayStation. Alors, j'ai pas ma manette Pro de Wii U là, à ma disposition. Mais l'affaire qui me turn out dans la manette de Wii U, c'est que le joystick était genre là. Le deuxième joystick. Est-ce que Nintendo a des brevets sur le D-pad pour que personne en fasse un comme ça? Bonne question, Pégrondin. Toi qui as fait des recherches tantôt pour les jeux de Capcom, je t'invite à provide us with the research. Je parle de celle de la Switch. Non, 8-bit Do, on est bon D-pad. And, you know, I just felt like I was struggling to make the jumps and the moves and the, you know, blasted things and connect on to platforms and stuff. D-pad la Steam Deck playing it on the Switch, it felt a lot more silky smooth. Je sais pas, le D-pad la Steam Deck. And then I was shocked to see how well it ran, even though it's not a verified game. On the Steam Deck, it runs beautifully, 60 frames per second. Je trouve que si je joue à un jeu de 2D sur Steam Deck, je joue avec le joystick. Genre Berserk Boy, j'ai joué sur Steam Deck pas mal l'entièreté de mon playthrough, puis j'ai joué avec le joystick là. Looks better. It's amazing. It's just like an accelerant. Everything is just pops into frame a little bit better. You know, it pops off the screen a little bit better. And I can do that one-to-one across the Switch and the Steam Deck. So I do think it's a cool game. I think that there's a lot of content in there. I think there's going to be a lot of smiles on faces for the Contra diehards, like classic music and, you know, interesting characters that pop up. You're going to see characters that you've seen before. And there's a new one named Ariana who's got a sliding mechanic. And every character plays a little differently. I like playing as more of the robotic characters, the Probotectors, and then there's Stanley Ironside, which is definitely evocative of Iron Man. They're all super cool. And then what you can also do in this game, which I appreciate, is the ability to add all of these perks. There's a perk tree, and you earn the in-game currency, so there's no external store that you have to jump into or whatever. You just unlock stuff by playing it, and the perks will give you extra life or an extra one-up or make one of the weapons appear immediately as you jump into the game or just boost you in a bunch of different interesting ways. You can take those
those off, and you can play it how you want to play it. And it's definitely one of those run and gun shooter action games. Est-ce qu'on voit quand il passe de trailer footage à Nintendo Switch footage? Difficulties and change things like getting shot once and you're dead kind of thing. But it is cool. It's a good game. It's a solid game. I just wouldn't pick it up for the Switch if you have the choice. On the Nintendo Switch, I'd probably give it a 6.5 or a 7. I'll say 7. I'll give it a 7 out of 10. But if you pick it up for the other platforms, I think it's going to lean more towards an 8. Hopefully, fingers crossed, Way Forward's got a patch for the Switch version. Interesting. Mais justement, en parlant de patch, là, let me find something. Parce que j'ai vu une série de tweets hier qui parlait de mise à jour. Ce sera pas bien long. C'est ici. Notice a full version patch update. Thank you for your input and taking part in the demo survey. The following fixes will be applied for the full game post-release. Bug fixes, input optimization, visibility improvements. PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Steam. The update will be applied at the time the game's release, donc aujourd'hui. Nintendo Switch, we will apply the update as soon as preparations have completed. We will notify once again when the update is ready. Despite piss poor graphics, it's okay. Yeah. Le D-pad de la Xbox Elite avec le topper qui est vraiment comme une croix puis il n'y a pas de cercle de cul, ça va très bien. Ça se rapproche pas mal de la Pro. J'ai pas de manette. Elite, let's see. Ça? Nah, I just want a cross. A good old regular cross. Ou celle-là, tu parles? Eh, mais la manette coûte genre 200$, dude. C'est ça l'affaire. Mais it's nice. Don't get me wrong, il y a plein de... Elle coûte cher, la petite manette, pour ce que c'est. Fait que c'est ça pour la critique de Victor Lucas de Contra Operation Galuga. Si on regarde d'autres critiques on the Metacritic, comme j'ai dit, 70 de moyenne. Le Hardcore Gamer, eux aussi, on en a un 8 sur 10. The Contra Operation Galuga is a refreshing return to Contra's roots. The story might be lacking, but the high-octane run and gun action that made the classic games great is back. Contra Operation Galuga relies heavily on nostalgia to appeal to Contra fans by incorporating several classic level designs and boss fights. You can get away with this by adding enough variety to the gameplay with some fights where the end result feels like a proper reimagining and not simply a hodgepodge of random past Contra highlights. It does have its shortcomings with dated looking graphics and an inconsequential story, but when it comes to delivering the classic run and gun Contra action, Operation Galuga is the title fans have been waiting for. Beaucoup de 8 out of 10. Ok, mais la moyenne reste un bon 70 à cause de critiques comme celle de Metro Game Central qui ont donné un 6 sur 10, disant a disappointingly timid reboot / remake that while completely made completely made, ça avait aucun sens comme phrasing, does little to add to the Contra formula or move beyond the original games. Et je termine avec The Sixth Axis qui en donne un 5 out of 10, disant for a brief moment of brilliance, Contra Operation Galuga is the modern interpretation of a 2D run and gun that we always wanted, but it's a fleeting moment, and what comes after is a deeply wondrous experience that proves a trudge to see through to completion. Donc Operation Galuga disponible dès aujourd'hui sur PlayStation, Xbox, Switch and PC. Check it out si ça vous parle, mais attendez-vous pas à l'expérience qui va révolutionner votre vie en termes de 2D action game. Dans mon livre à moi, si tu joues pas avec ça, t'es pas un vrai. Drake qui link la bonne vieille manette de... C'est quoi ça? C'est Atari? Atari 2600? The one button in the joystick. You gotta love it. You gotta love it. On enchaîne!
Some PlayStation News, on a parlé de Rise of the Ronin plutôt pour ouvrir le show. Là, si on parle de Stellar Blade, qui est une autre exclusivité PlayStation 5 qui s'en vient le mois prochain. Toujours pas de demo drop. Right? What are we doing? Shift up. Genre, vous avez pesé sur le piton par accident vendredi. Là, we're waiting. I wanna test out the game. OK? On a des highlights venant d'une entrevue avec Julien Chez, aka le gars qui banne le monde dans son chat parce qu'il utilise Adblock. Hey, ça me fait fucking rire, là. Mais Julien Chez, qui est avec, I guess, l'équivalent de Your Boy, mais plus populaire et français de France, right? Fait que, ouais, il y a des clips out there, Raging Dave. Look it up, je te le dis. Il a banni du monde parce qu'il utilisait Adblock en écoutant son stream. Weird behavior, but hey. Il dit around 20 boss battles, ou en fait Shift Up dit dans l'entrevue around 20 battles from human size to colossal, around 30 outfits, fait que là les horny boys vont être contents. Combat is a mix of action games like Nier Automata and methodical games like Sekiro. Ça me parle. Difficulty levels. Shuhei Yoshida approached them in 2021 after seeing a prototype. Shout out Shuhei Yoshida. Sony worked with them directly on things like localization and QA. Demo is being prepared for release soon. What do you mean is being prepared? It was out there for like 15 minutes. J'ai perdu tout mon respect pour lui. Awan Nashi, il dit c'est comme rentrer dans une boulangerie et prendre le pain sans payer. Il y a une petite nuance là quand même là. C'est pas comme si le gars là, ok, tranche de vie là, le motherfucker has 440,000 followers sur Twitter, ok? Sur YouTube, il y a presque 1 million d'abonnés. Viens me dire là, que t'as besoin de scrape le ad revenue des gens sur tes vidéos. Ok? You are probably making hundreds of thousands of dollars per year. Right? Comme ta carrière fonctionne, you're doing fine. Si le monde veut utiliser Adblock pour consommer ton contenu, ça change quoi exactement? Oui, ok, c'est peut-être pas l'idéal, mais de là à bannir le monde qui utilise Adblock, c'est comme si j'étais en mode, hey guys, si vous abonnez pas à ma chaîne Twitch, ben peut-être pas, là, c'est un peu exagéré moi, ma comparaison, là, mais si vous abonnez pas à ma chaîne Twitch puis vous consommez pas les ads, je vous banne. The fuck is that, là? C'est comme aller dans une boulangerie puis rien acheter parce que le pain a pas l'air frais. Ça arrive que je vais sur une vidéo puis 30 secondes in, je me pousse. Ben c'est ça, tu sais, rien n'oblige les gens à consommer ton contenu ou à supporter, là. C'est free platform, free content, là, tu sais. Non, c'est comme entrer dans une boulangerie, pas regarder les pancartes de pub à l'intérieur de la boulangerie puis payer ta gueule, Julien. Oh là. Bref. Tranche de vie. Fait que Stellar Blade coming next month. On a hâte. Peut-être que moi avec une journée, je vais avoir une entrevue avec les développeurs. Who knows? Puis dans d'autres nouvelles relatives à PlayStation, là, il y a ce user-là, ok? Silk Knight on Twitter, qui fait jaser de lui depuis quelques jours, voire semaines, à cause qu'il semble avoir du insider information là, chez PlayStation, right? Je ne suis pas assez familier avec son track record, c'est s'il a dit des affaires qui sont avérées à être véridiques. Mais là, il suggère, là j'ai vu quelques autres outlets là, ou Twitter accounts reprendre le tout, fait que tout ça est à prendre avec un grain de sel. Mais apparemment, la version PC là, de The Last of Us Part 2 Remastered pourrait être annoncée prochainement, voire le mois prochain. Il dit, although the exact date is unknown, there will be a longer than usual period between the announcement date and the release date. Fait que on s'entend que PlayStation là, ils misent beaucoup sur le marché PC, là, surtout avec le succès de Helldivers 2. Mais moi ma question c'est pourquoi t'as du insider information sur PlayStation? Right? Mais ton nom c'est Silk Knight, pis t'as un fucking. Ton profile picture, c'est littéralement. C'est quoi? C'est Hornet dans Hollow Knight?
Le nom de ce personnage? Hornet? Je me souviens plus si c'est exactement ça. Yeah, c'est ça! What about some Silk Song News? Hein? On peut savoir l'insider scoop sur qu'est-ce qui se passe chez Team Cherry? Il dit Days Gone 2, un user demande par rapport à Days Gone 2. It is officially known that Ben Studios' new game is a new IP. Ça, on savait déjà. Fait qu'il n'y a pas de Days Gone 2 là. Anything on Silent Hill 2 Remake and what to expect at the showcase? Everything depends on Konami. The game is ready. Interesting. Fait que peut-être un State of Play prochainement où est-ce qu'ils vont annoncer justement la version PC de The Last of Us Part 2. Would make sense. On a eu Part 1 last year. Là, Part 2 Remastered sorti au mois de janvier. Fait que... on verra. On verra. Mais la grosse nouvelle qui touche le monde de PlayStation ce matin, et c'est la dernière nouvelle avant qu'on prenne une pause. Gotta get that ad revenue. C'est les leaks de gameplay ou de footage pour le jeu multijoueur de Spider-Man d'Insomniac Games. Spider-Man The Great Web. Là, je sais pas de où ça sort. Ça fait-tu partie du leak d'Insomniac Games qui arrive là, une couple de mois? Let's break it down. Insider Gaming on a scoop. Following the gargantuan Insomniac leak that hit the company hard a couple of months ago, content is still being pulled out that's revealing new in development and canceled projects, products, and concepts. Most recently, users stumbled upon a trailer for the canceled multiplayer game Spider-Man The Great Web and promptly leaked it online. Tu sais quand Insomniac Games peut pas avoir un fucking break? The entirety of Wolverine semble avoir été leaké, right? Le studio est victime de mise à pied avec les mass layoffs chez PlayStation pour une couple de semaines. Puis là, il y a un autre major leak qui frappe. Quoique là, c'est un projet qui a été cancellé. Mais tu sais, avoir les réactions des gens ce matin sur les réseaux sociaux sont un peu déçus que ce jeu-là ne verra jamais la lumière du jour. This was supposed to be a 5-person multiplayer game built on a live service foundation, but it was struck down by Sony, as revealed by the Insomniac leaks in the leak trailer for The Great Web, which looks incredibly polished. Vous allez voir, c'est quand même assez surprenant là. We get a glimpse at what the product might have looked like. On regarde the footage. New York City. Nothing in the whole world I wouldn't do for this big, beautiful apple. One moment you're scarfing down a slice from Vinny's. The next, you're stopping a supervillain prison break. Sometimes you can swing it as a lone wolf, but you're way better off with some friends. Genre le jeu avait l'air comme quand même être fini là, si on a un trailer de ce style-là. I've seen the Sinister Six before. Never so methodical, so savage. I don't think I'm gonna be enough this time, guys. But together, c'est tout le multiverse, right? The Spider-Verse. You in? Non, je pense que c'était vraiment un separate game, Hobo. Un full separate game qui faisait partie de l'initiative live service de PlayStation. Mais ils ont décidé de canceller le projet. Là. Spider-Man The Great Web is exposed in full in the video, showcasing incredible multiplayer elements that would have pit 5 players against the Sinister Six in New York City. It would have been built around a multiverse model, which was supposedly busted open by Scarlet Witch, and there would have been character customization options leading to a diverse array of superheroes coming together to fight the big bad guys. Ça, je me dis, who asked for this? Mais tu sais là, PlayStation ont cancellé beaucoup de projets live service récemment, fait que sûrement qu'ils ont décidé Ils voyaient pas l'intérêt. I don't know. Sûrement le même monde qui ont demandé pour Madame Web, ça se peut. Du monde en veston et cravate.
Months ago, a series of images leaked from the Great Web, but this is the first time we've seen a trailer surface. It's narrated by Yuri Lowenthal, qui fait la voix de Peter Parker dans les jeux d'Insomniac Games, and it looks ready for market. It generally appears to be a trailer for a product that could have been released days after it was revealed. It's bizarre and heartbreaking for Spider-Man fans the world over that the product won't see the light of day. Fait que yeah, man, tu sais, à quel point que ce jeu-là, on voit beaucoup de assets d'Insomniac Spider-Man, là, genre ça a l'air d'être comme le même open world, les mêmes personnages, les mêmes character models, etc., mais savoir la qualité juste basée sur ce trailer-là, le jeu avait l'air d'être vraiment comme deep in development, puis là, ça a juste été cancellé. Fait que, it makes you wonder à quel point il y a des jeux là, qui sont en développement actif, qui se font canceller malgré qu'ils sont genre proches de la ligne d'arrivée, là. Because this is the gaming industry, les amis. You don't generate enough hype, enough money, la plug est tirée du jour au lendemain. This is the state of this sad industry. Sur ça, les amis, on s'arrête le temps d'une pause. Au retour, on va parler du retour de Top Spin. On a eu l'annonce plus tôt cette année que Top Spin was coming back pour 2024. Là, on a des détails concernant Top Spin 2K25 qui va sortir le mois prochain. We got the details, we got some previews. Donc, stay tuned pour ça. Et, what else do we have? More industry news. Là, on va parler de Starbreeze, on va parler de Cult of the Lamb, qui est genre un graphic novel. Et more gaming stuff. Fait que restez les nôtres. On roll some ads. Gotta get that ad avenue. Puis ne vous inquiétez pas. Si vous avez ad block, you're fine over here. Ok? Vous n'allez pas être banni. Vous n'allez pas être. Vous n'allez pas être considéré inférieur. Right? Quoique vous missez out sur plein de nice features. Puis justement, let's hear them all right now. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au VICTIIMINUTE calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Je vous présente une vidéo exclusive où Victim sous-estime les puzzles de Resident Evil Village. Exemple numéro 1. La fenêtre. Genre, il me semble que ça ferait chier de comme pogner le COVID quand on... Look. Regarde par la fenêtre. Oui, j'ai vu des chiffres des hausses, peux-tu? 0807. Ah, ok. 08. Ah! 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 Oh my fucking god. Dude. What the fuck? Yo, j'ai waste un heal à cause de ça, mon tabarnak! Exemple numéro 2. L'interrupteur avec des boutons de couleurs différents. What kind of puzzle is this pour vrai, genre Capcom? Pensez-vous vraiment qu'on est genre brain dead à ce point-là? Là? Attends. J'ai oublié de parler trop vite. Ok, fait que ça c'est correct. C'est correct. Non? Ah, peut-être qu'il est pas sur le bon côté, c'est ça. Fait que ça serait... Ok, hang on. Il est bleu, fait que ça serait blanc. En bleu. What? Fait que le black one il est là. Fait que ça serait comme ça. Non, ça serait
There you go. Hey, je pensais que c'était simple de même. Finalement, il était juste tourné. Il a fallu que je réfléchisse, là. Excusez. Hint distribution balance, tech shuffle, damage multiplier. Link dice in one hit? Wait, je peux mettre quadruple? Ok, on met quadruple, je m'en calisse. Hard mode! Hard mode randomizer. Let's do it. Quadruple? J'avais 3 cœurs! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Qu'est-ce que je fais? Quadruple? Asti joystick? Ouais, j'aurais dû me mettre un death count à y penser. Hey! T'es littéralement à côté! Bon, là, je l'ai. Stupid. Là, je vais l'avoir, puis j'aurai une bombe. Asti que ce jeu-là. Hein? Je l'ai même pas eu! Fuck off! Quadruple? Je voulais shielder. Comment je fais pour shielder? Aujourd'hui, on va check out Weird West et j'ai l'honneur de vous présenter ce jeu-là en avant-première. Le jeu n'est pas encore sorti, sort demain sur PlayStation, Xbox et PC, aussi disponible sur Game Pass. Weird West qui est un jeu venant des ex-creatives chez Arcane. Fait que c'est des gens qui ont travaillé sur Prey et Dishonored, mais c'est leur premier jeu en tant que independent studio. Fait que I will discover this game, je vais vous montrer ce jeu-là ce matin en avant-première, bien excité. Fait que yeah, let's head into the Wild West. Je peux-tu kick le chicken? I guess I can. And chicken is dead. Hey, ça nous a donné de la whole chicken raw. You found some raw food. Stop by any location with a fire or stove. Oh! Oh! Fait que là, cooking pot. Je peux cook. Fait que je peux me faire des chicken wings avec le chicken de tantôt. That's it. Ok. Je peux tirer l'oiseau? Oh my god! It's the Wild West. No mercy. Tu sais qu'Amaranth a acheté pour 2 millions d'actions d'Activision Blizzard? Je sais pas. J'ai aucune idée. Wait, qu'est-ce que j'ai fait? Knock someone out by jumping into them from... What? Je regardais même pas qu'est-ce que je faisais. Ok. Wait! I did nothing wrong! Bro! Hey, je lisais le chat, je me promenais, pis là, le monde commence à me tirer dessus. C'est-tu lui, faut que je sauve, genre? Ok, non, ça c'est le blacksmith. I got you, mate. Pick lock, ça en prend 3. Requires the key. Oh, shit. It's not time for... No time for sin! Ah, est-ce que je... Ah, si. Je me suis fait détecter, je suis bien con. Non! Non, le prisonnier! He's gonna die! Ah, c'est sûr tu me niaises. C'est quoi les odds? This one's on you? C'est quoi les odds que je tire la Come on, man. En plus, on a un encounter juste là. Hey, c'est direct ça, j'allais poser comme question. Je peux-tu kicker les barils, genre? Faut que j'essaye ça. Yo! Ce jeu-là, c'est fucking cool. Well, my curiosity is satisfied. I'm gonna let you go now, but before I do, take this. It's a box, but not just any box. In the meantime, keep it closed. That is all I ask. This is where we part ways, Jane Bell. Remember, do not open that box. Farewell now. We'll see each other again soon enough. Okay. That was weird. What if I open the box? Quoi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire sur la boîte, Madame la Witch? Let's open the box. It's empty! I got fucking baited! I got jebaited so hard! Y'a rien la crise de boîte! Ah, c'est sûr que la witch va me kill, genre. I'm a cowboy on a steel horse I ride. You're wanted, dead or alive.
Fait que mesdames et messieurs, je vais terminer là-dessus. Weird West, what a treat this game has been, man. Je m'attendais pas à triper autant, mais c'est vraiment fucking cool. Disponible demain sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Mais il est aussi disponible dans Game Pass. Fait que si vous êtes intéressé à le check-out et vous êtes un abonné Game Pass, téléchargez-le au travers. Pour vrai, c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à aimer ça autant que je l'ai aimé. Nice little game. Good job, Wolfeye Studios. Un bon début. Merci encore une fois, Devolver Digital, de m'avoir permis de couvrir Weird West ahead of its release. C'est très gentil. Got that exclusive content. Mesdames et messieurs, you do love to see that shit. I'll catch y'all on the flipply flip tomorrow, baby. Enjoy the rest of your day. Merci tout le monde d'avoir été là. Again, as usual. And I'll see you tomorrow. Bye bye. Welcome back, les amis. On poursuit avec d'autres video game news and highlights qui inclut le retour de Top Spin, baby. Oh yeah! 2K has revealed the first details on Top Spin 2K25. On savait que la franchise revenait. On n'avait pas les détails plus que la franchise revenait. Donc, le jeu va sortir officiellement le mois prochain. Et les têtes d'affiche pour Top Spin 2K25 vont être nul autre que Roger Federer et Serena Williams, les undisputed GOATs du tennis, right? Du côté masculin et du côté féminin. Donc, the publisher announced the Top Spin revival in January with a teaser trailer simply saying the game was coming soon. Now it's been confirmed that Top Spin 2K25 will be released on PlayStation 5, Xbox Series X and S, PlayStation 4, Xbox One, and PC via Steam on April 26th. The game will feature 48 unique courts. This will include all 4 Grand Slam tournaments and their respective venues. Oui, PS4, j'ai skip, mais c'est cross-gen, là. C'est PlayStation, Xbox et PC, là. As well as 11 other real-life venues. Licensed players confirmed so far include stars such as Emma Raducanu, Coco Gauff. Who the hell is Coco Gauff? Je connais pas. Frances Tiafoe, Iga Swiatek, and Carlos Alcaraz, as well as retired legends like Serena Williams, Roger Federer, Andre Agassi, lui je le connais, John McEnroe, and Steffi Graf. Williams and Federer are the cover stars of the game's Standard and Grand Slam edition, while Alcatraz, Iga Swiatek, and Tiafoe will be on the cover of the Deluxe Edition. J'avais posé la question il y a pas si longtemps, là, mais c'est qui le numéro 1 mondial? Là, oh my god, visuellement, ouf. Yeah, visuellement, what are we doing here, 2K? What's this? What? That looks like an Xbox 360 game, PS3 game. The last entry in the Top Spin series was Top Spin 4, which was released in 2011 for PS3, Xbox 360 and Wii. Si on se fait au visuel, on dirait que ça n'a pas vraiment évolué depuis le temps. Il y a le Standard Edition, Cross-Gen Digital Edition, Deluxe Edition, Grand Slam Edition, plein de différentes éditions parce que, of course, they gotta get that early access money. Fait que si vous voulez y jouer d'avance, 3 jours à l'avance, il y a du early game access. On a des previews qui ont été publiés pour cette première entrée du côté de Top Spin là, en 12 ans. Fait que allons voir ce que IGN ont à dire concernant Top Spin 2K25. I might be one of the most excited people in the world for Top Spin to return with Top Spin 2K25 because, and I know I'm showing my age here, Top Spin and I go way back. I reviewed the original back in 2003 when I worked at Official Xbox magazine and gave it a well-deserved 9 out of 10. IGN thought highly of it as well, giving it a 9.3.
It proved to be a riveting tennis sim with both real-life tennis stars to play as and an excellent create-a-player career mode that let you rise through the ranks, battling for global leaderboard supremacy against other players. But Topspin disappeared after the 4th entry in the series back in 2011. So long ago that there hasn't been a new Topspin in the 12 years I've worked at IGN. Thankfully though, that retirement has ended and Topspin is back with 2K25. I played an hour of it and quickly found that while it lacks the top-shelf presentation its predecessors had in previous console generations, it still plays fantastically. Oh my god, checkez les cuisses. Dude. Topspin 2K25 delivers a lot of tennis's biggest stars as Dead or Alive Volleyball 2? Recently retired legends like Serena Williams and Roger Federer, 90s stars like Andre Agassi and Steffi Graf, and new top-ranked players like Carlos Alcaraz and Coco Gauff. 2K and developer Hangar 13 promise 20 real-life pros in total, and this is where I'll levy my primary criticism of Topspin 2K25 so far: presentation. Yeah, man, what the fuck happened? While the build I played wasn't final, with the April release date fast approaching, it's unlikely too much will change between now and then in the graphics and animation department. Yeah. Unfortunately, there isn't a lot of expression in the faces of the players that I saw, which is disappointing, but not a deal breaker since, of course, you'll button through the intermediate mini cutscenes to get back to the action after you've seen each of them a few times, spending the bulk of your time playing from the familiar TV-style camera view. Guys. And that playing? Oh, it seems like it's going to make fans of the previous Topspin game. On préconise ça, ok? Fait que it's not that big of a deal. It's not that big of a deal, okay? The gameplay's there, si le jeu est bon, it's not that big of a deal, okay? Remember the Sonic meme. The Sonic meme, tout le monde. Stay focused. Game's very happy. I confess I hadn't played any Topspin since 4 came out, so I was rusty. I started working my way through 2K25's tutorials, narrated by a surprisingly calm John McEnroe. In this lesson, we're learning various different ways to improve Je doute que les devs that pay more to work less. Andre Agassi. Moi avec. It took me a couple of games to get my sea legs back underneath me. The serving mechanic in particular threw me for a loop, as you have to press the corresponding face button harder and hold it down in order to get your meter going. But once I got locked in, I didn't drop a game after that, settling into my familiar strategy of crushing pinpoint baseline returns to either outright win the point or set my opponent up to have to deal with a big shot on the next volley. Si tu peux jouer Félix, ça serait cool. Je sais pas, hein. Perhaps the reason Topspin 2K25's gameplay felt so familiar and comfortable is that one of the developers told me during my demo that the team went back and looked at Topspin 4 on a programming code level, bringing over everything they could to the new game on the new engine. If my playtime is any indication, they did so successfully. The real test of Topspin 2K25's longevity, though, will be its My Player mode, where you'll earn XP, improve your athlete's skill points, and take on other players online to try and become the top-ranked player in the world. I didn't get to try or even see any of that, but previous Topspin games shined here, so hopefully that will also prove true with 2K25. To say I was surprised by the announcement that Topspin was coming back after all this time would be an understatement, but I couldn't be happier about it, especially after getting the chance to play it for a little while. I can't wait to spend even more time with it. Yeah, je sais, surtout à Mirabel. For more on the latest upcoming games, don't miss our previews of South Park Snow Day and No Rest for the Wicked. And for everything else in the world of video games, stick with IGN. Hot take, un sim sports game, c'est justement le bon moment d'avoir des beaux graphismes. Yeah, tu veux aller chercher cette sense of immersion là. Mais it's not that big of a deal, right? Fait que yeah, ce sont les détails pour détails / impressions pour Topspin 2K25 qui sort le mois prochain. C'est quoi le pickleball? C'est un peu comme
le tennis, sauf que tu frappes un pickle. Non, c'est genre... C'est comme, admettons, tu sais, le tennis, c'est le ping-pong en plus gros, mais genre, le pickleball, c'est quasiment comme si tu jouais au ping-pong legit sur un terrain de tennis, là. Si je me trompe pas, ça se peut que je me trompe. Mais c'est ça, là. Ça ressemble à ça ici, là. C'est genre une raquette carrée sur un terrain de tennis, puis yeah. Tu manges des cornichons à jouer au tennis. C'est moi qui ai fait la joke, esti, des pickles. Rest in peace, Matthew Perry qui est mort revenant d'un match de pickleball. Ah ouais, il est mort après un match de pickleball, damn. Le pickleball est un sport de raquette pratiqué en intérieur ou en extérieur dans lequel 2 joueurs en simple ou 4 en double frappent une balle en plastique creuse perforée au-dessus d'un filet de 36 pouces à l'autre d'une raquette à pleine face. Merci pour la description, Skaos. Fait que le pickleball dessus... Non, Matthew Perry n'est pas mort à cause d'une game de pickleball, là. Fait que je ne jouerai pas. Ben là, why not? Ouais, mais garde. Les kids... Les kids, Nico, ils s'en foutent là, de peak cinéma. C'est juste du tennis sur un terrain pour enfants. Alors, ben, c'est genre du tennis quand t'es plus vieux. C'est comme du tennis, t'as quand même besoin d'un certain athlétisme. Ça n'a aucun sens que ce que j'ai dit. Faut que tu sois en condition physique, là. Faut que tu cours à gauche puis à droite. C'est quand même épuisant, là. Vous demandant physiquement, c'est ça que je voulais dire. Tandis que le pickleball, c'est beaucoup moins demandant, là. Next year sur PS5, Pickleball 2026. Hey man, si ça a de plus en plus de popularité, why not? Le tennis de résidence soleil. Oh my god, hurried. Genre de monde de hockey pour vieux qu'on va inventer plus tard. Mais c'est pas le... Chris. L'affaire avec les boules sur le gazon. Oh my god, j'ai un blanc. Comment ça s'appelle? Pas la crosse. L'affaire que les vieux ils jouent là. Ah! Je me souviens plus. La pétanque. There you go. C'est pas ça. Le hockey. Le croquet pétanque. That type of shit là. Oh là là. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à couvrir ce matin là? This thing right here. Je l'avais pas mis plus tard dans mes game trailers. Je me suis trompé. Yeah. Ça c'est dans Game Trailers. Mais Grandia HD Collection, on va y revenir là. Parce que là ça a été officially confirmed. Fait que let's just put that shit over here. Parlons de Industry News. On est rendu là. Naughty Dog, Activision veterans form AAA studio Emptyvessel. And check this out. On dirait une affaire straight out of Robocop. On dirait du côté de Insider Gaming pour a full breakdown in a new press release. Industry veterans from studios like id Software, Naughty Dog, and Activision announced their new AAA studio Emptyvessel. Emmanuel Palladic will serve as CEO and game director, while Garrett Young is the COO and general manager. The only other confirmed staff include Wei Ning, Alex Palma, and Rico Flores. You forgot to mention this guy. Mick Gordon, ben oui! The man responsible for the soundtracks of games like Doom, Killer Instinct, Wolfenstein, Atomic Hearts, and many other AAA games. Également en charge de la composition chez Emptyvessel. Je sais pas pourquoi Insider Gaming l'a pas listé. Emptyvessel will have a speciality in the immersive shooter space and aims to break from the traditional business models. On verra. The new studio did not reveal many details about its debut game. However, devs did release a small teaser on Twitter. Let's take a look at... Tabarnak! Mon son était même pas au maximum. What the fuck? Okay, Mick Gordon, on le sait. You're composing the music. Relax.
Jesus. Ouais, désolé pour les oreilles, guys. Je vous le dis, mon son était même pas au max, là. Il était une coche en dessous, non? Il était actually baissé, là. Je pensais que ma télé allait exploser ou deux. Hey, je suis désolé, là. Je peux pas anticiper que... C'était genre du gros dubstep music, là. Today's press release calls it its first unannounced title, a shooter built with Unreal Engine 5. Emptyvessel confirms it will be inspired by film, graphic novels, and games set in dystopian sci-fi worlds. Fait que similaire à d'autres jeux des compagnies que j'ai listés plus haut. It could involve a wide range of sci-fi staples, so the system doesn't have a clear direction just yet. However, today's press release does note some comparable titles that Emptyvessel developers previously worked on, du genre Quake, Call of Duty, Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, Uncharted, and Callisto Protocol. So Emptyvessel's debut game might resemble those titles in one way or another, although this likely includes their innovation approaches. Emptyvessel should also be considered a AAA studio, so the debut is probably ambitious. It may take time to arrive. The studio also announced that Doom composer Mick Gordon will partner with the team to create soundscapes for the studio and their first project. This implies that Gordon may continue to partner with the studio beyond its debut game. Fait que moi là, je lis tout ça et ça me fait vraiment penser au studio qui a développé Immortals of Avium last year, right? Qui a été un flop et genre la moitié ou une grande majorité du studio a été mise à pied suite au flop de ce jeu-là. Fait que des anciens développeurs de AAA Studios qui bâtissent leur propre AAA Studios. Là, je veux pas Doom and Gloom le jeu avant même qu'il sorte, là, mais j'ai comme l'impression que si vous avez des ambitions beaucoup trop hautes, vous êtes comme on est des vétérans dans l'industrie, let's make genre a big fucking game, ça veut pas nécessairement dire que it's gonna be worth it. Il aurait pu faire un quadruple A studio tant qu'à starter. Ben c'est ça là, avec leurs ambitions. Right? Des titres comme Quake, Call of Duty, Last of Us, etc. derrière derrière eux. Tu sais, comme le talent est là. C'est juste que est-ce qu'on va être capable de livrer la marchandise avec leur produit au final? Seul le temps le dira, les amis. Fait que Emptyvessel, on s'en rejase pour le prochain projet qui va être sorti dans une couple d'années probablement. Un autre vétéran ou d'autres vétérans dans l'industrie qui annoncent leur nouveau studio, c'est le réalisateur de Star Wars Jedi, Stig Asmussen, qui avait quitté Respawn après la sortie de Jedi Survivor, peu de temps après la sortie de Jedi Survivor. Là, c'est fucking drôle. Là, son prochain studio, Giant Skull, va focus on AAA single player focus action adventure. Donc, tu quittes Respawn pour établir ton propre studio qui va essentiellement faire la même chose que t'as fait avec Star Wars Jedi. I gotta say, I'm a bit confused avec ce move-là, right? Parce que si tu voulais faire des single player focus action adventure, ben il y avait le troisième jeu là, qui était en marche là, au sein de Respawn. Fait que why open your own studio? Peut-être qu'ils voulaient avoir la liberté créative, mais it's kind of funny. It's kind of funny qu'il quitte Respawn pour essentiellement faire ce qu'il faisait déjà. Giant Skull is described as a new AAA studio dedicated to building gameplay-driven, story-immersed action-adventure games set in captivating worlds. The studio is based in Los Angeles, but has remote developers from around the world. Asmussen, who left Jedi Fallen Order and Jedi Survivor Studio Respawn last year, will lead development on the studio's first game, a AAA single-player focused action-adventure utilizing Unreal Engine 5. Joining the Jedi director at the studio is CTO John Carr,
who previously worked as the technical director on Star Wars Jedi Survivor, art director Patrick Murphy, who was art director on Fortnite, Valorant, and League of Legends, and lead producer Lauren McElmore, who was lead producer on Fortnite. After also joining is design director Jeff Majors, who worked on Star Wars Jedi Survivor and Fallen Order, animation director Brian Campbell, who was an animation director at Epic Games, and finally, COO CFO Anthony Scott, who has over 16 years experience running teams, including Rocksteady Studios. The Giant Skull studio culture is founded on creativity and curiosity, said Stig Asmussen. We have assembled a talented team renowned for immersive storytelling, heroic combat, and exhilarating traversal, and our goal is to craft a rich universe that players will want to lose themselves in for years to come. Anthony Scott, COO and CFO, added, our values for the studio translate into how we make our games and our relationship with players: autonomy, momentum, curiosity, and respect. We want players to join us on every step of this amazing journey as we pave the way for our upcoming game. We're creating something special and have been fortunate enough to assemble an incredible initial team of developers who are extremely passionate and experienced in creating genre-defying third-person action adventures. Fait que c'est une autre instance de beaucoup de vétérans qui se rassemblent pour établir leur propre studio. Mais si on l'a vu avec Ascendant Studios, avec Immortals of Avium, ça veut pas dire que t'as de l'expérience, que t'as des vétérans au sein de ton studio, que ton jeu va être un succès garanti, là. Fait que des fois, quand t'as des trop grosses ambitions, mais ça backfire, surtout dans l'état actuel de l'industrie, où est-ce que one bad move, one bad decision peut dicter la survie ou la fermeture de ton studio. Fait que, en espérant que leur AAA single player action adventure title de Unreal Engine 5 va être un succès. Il y a plus de contrôle maintenant, j'imagine. Peut-être qu'ils voulaient pas être confinés genre à l'univers de Star Wars, ça se peut là. Mais c'est juste drôle que comme il made an action adventure game, là, établit son propre studio qui va faire un action adventure game. Dans d'autres nouvelles d'industrie, Pokémon Company, petit changement qui se passe là, ont établi un new subsidiary. La traduction directe de subsidiary, c'est quoi? J'ai comme sous-branche. Mais je sais pas si c'est ça. Filiale. There you go. Qui s'appelle Pokémon Works. Let's find out the details. Encore une fois du côté de VGC. The new company, which was discovered by Cerebi webmaster Joe Merrick, will operate out of the same buildings as ILCA, the company behind Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl. À noter que ILCA n'est pas un développeur qui appartient à Pokémon Company. Là. Ils ont fait le jeu de One Piece qui est paru last year. Fait que the purpose of the company is unknown, although the company will share a building with ILCA. It should be noted that ILCA is not owned or operated by the Pokemon Company, though it does have a close relationship given its work on Pokemon Home and Pokemon Diamond and Pearl remakes. ILCA is even considered more closely aligned with Bandai Namco, having established a new studio partnership with Bandai Namco in 2022. Currently, the Pokemon franchise is handled by several different entities. The franchise is owned in part by three main companies: Nintendo, Creatures, and Game Freak. Fait que, yeah, ou peut-être qu'il y a d'autres projets là, pour Pokémon à long terme. C'est la filière pour les enfants qui font les produits Pokémon dans les usines. Bien non, je pense pas. Fait qu'on verra ce que Pokémon Works. Peut-être some animation ou cross-media type stuff. J'ai aucune idée. Mais il y a une nouvelle filiale au sein de Pokémon. Dans d'autres nouvelles de compagnies japonaises, SNK vont collaborer avec ARIKA pour revive leur franchise qui ne font pas partie du fighting game genre. Fait que j'imagine tout ce qui est Metal Slug. Quel autre franchise là, que SNK ont? Il y a juste Metal Slug qui me vient en tête. Sinon, il y a quoi? Il y a Sam Show, c'est eux avec SNK, right? SNK has announced that it will collaborate with ARIKA to revive one of its classic franchises.
The revival will be for a non-fighting game franchise in SNK's back catalog, it said in an announcement on Tuesday. The company owns over 200 SNK branded game contents, including Neo Geo, and is currently promoting revamping to revive past IPs. Phrase n'a pas de sens, but whatever. As part of this effort, we have decided to collaborate with ARIKA, which has excellent game development capabilities, well, and is familiar with our IP. The most prominent non-fighting game title in SNK's catalog is arguably Metal Slug, which hasn't received a new entry in its franchise since 2008. Metal Slug 7 was released on Nintendo DS. Il est arrivé quoi avec le jeu de stratégie de Metal Slug? Metal Slug Tactics, c'est ça? Yeah, this game right here. Jeu de publié par Dotemu, là. What's happening with this? Comme on a eu l'annonce, rien pantoute depuis. Est-ce que c'est à cause que ça a des war themes? Puis c'est comme le Advanced Wars treatment? I don't know. Developer ARIKA is known for the recently announced Endless Ocean Luminous, okay, as well as Chocobo GP, Super Mario Bros. 35, and Pac-Man 99. They also serve as a support studio for Tekken 7 and Tekken 8. Alright. Fait que, hopefully, s'ils reviennent ou s'ils ramènent Metal Slug, ils vont pas le ramener comme Contra avec des mid-ass games. Because, let's be real, we don't want that. C'est ça la dernière nouvelle d'Industry Stuff? Non, même pas. Parlons de Starbreeze, parce que ça va mal à la shop, là. Le développeur de Payday 3, là, en fait, les développeurs de Payday 3 sont en train de call out le PDG du studio, Tobias Sjorgren, et pointe du doigt le PDG là, pour les mishaps qui se passent ou qui se sont passés depuis la sortie de Payday 3. The company recently told investors the shooter was performing at significantly lower levels than expected, and now it's looking for a new CEO. Et si vous avez besoin de voir en image qu'est-ce qu'ils veulent dire par significantly lower levels than expected? Dude. What the fuck? 233 joueurs sur Payday 3 sur Steam. Un multi-platform title, ok, quand même. Si on regarde Payday 2, c'est insultant. Insultant. Que Payday 2, un jeu qui est sorti en 2013, a 26 000 joueurs. Yeah, no wonder que le jeu a significantly underperformed. Payday 3 developer Starbreeze believes it needs different leadership to bolster the performance of its own franchises and is looking for a new CEO as a result. In a notice to investors, the Swedish company explained it has bid farewell to CEO Tobias Sjorgren. Ok, fait qu'ils l'ont mis dehors. Je pensais qu'ils voulaient qu'il se fasse crisser dehors. After 3 years at the helm and is searching for a new long-term successor. In the meantime, board member Jürgen Goldner has been named interim CEO and will take office with immediate effect. Goldner has spent 40 years in the game industry and previously served as CEO of Focus Home Interactive. He has been a Starbreeze board member since 2023. Discussing Sjorgen's departure, Starbreeze chairman Torgnai Tabarnak, c'est quoi ce nom-là? Hellstrom. C'est badass comme nom de famille, là. Hellstorm, quasiment. Suggests the company is searching for a leader that can more effectively execute on its current business strategy. The company has a clear strategy centered around creating attractive games on our owned and licensed IPs. The board's consolidated assessment is that the execution and strategy needs a different leadership, said Hellstorm. On behalf of the board of directors, I would like to thank Tobias Sjorgren for his achievements
During the past 3 years, Tobias took the helm of Starbreeze in a challenging phase in its journey, and we wish him well in his future endeavors. Goldner will combine his duties as interim CEO with his role on the Starbreeze board. Starbreeze has a strong history of developing and publishing games globally. After launching Payday 3, the company is well positioned to leverage the strengths of the organization to monetize and develop the IP portfolio. I'm looking forward to assuming an operative position and together with the management ensure the execution of this strategy. C'est quoi la solution pour Starbreeze? Là? Comme... Ah, on arrête de supporter Payday 3? On va continuer de supporter Payday 2? C'est a weird situation là. But yeah, Payday 3 qui est sorti quoi en octobre, novembre de last year? Non, septembre. Let's go back. Yeah, septembre, 21 septembre. C'est un flop là. Big fucking time. Même si sur Game Pass, je pense pas que les chiffres sur Game Pass sont beaucoup plus élevés là. Fait que c'est ça, changement de leadership au sein de Starbreeze. I mean, quand t'as genre 200 personnes qui jouent à ton jeu, makes a bit of sense. Changement de leadership également au sein de GSC Gameworld, développeur de Stalker 2. Nouveau CCO, le Chief Commercial Officer. Agostino Simonetta, c'est lui qui se joint à la compagnie. Simonetta will handle publishing and business development, including the release of Stalker 2 and beyond. Fans may recognize Agostino Simonetta for their work at Sega, THQ, and Thunderful. GSC Gameworld's CEO Evgeny Grigorovich called Simonetta a friend of GSC for many years. Grigorovich, c'est difficile à dire, added that GSC Gameworld has ambitious plans for the future with new projects and IPs in development, so adding Simonetta as the new CCO may only be the first expansion in GSC Gameworld's staff. Et on sait que Stalker 2 est prévu pour une sortie au mois de septembre. Ils ont sorti la collection last week. Là. Ils ont shadow drop ça pendant le Xbox Partner Showcase de la semaine dernière. Fait que yeah. Hâte de check out Stalker 2 à sa sortie. Ouais, il y a beaucoup de noms compliqués ce matin, là. Pas évident, pas évident. Il y a une mise à jour qui s'en vient pour Forza Motorsport. Apparemment, il y a du monde qui ont critiqué tout ce qui est la notion de progression dans ce jeu-là. Là, la 6e major mise à jour va changer le tout. Fait que ça, c'est disponible right now, si je comprends bien, là. Yeah, following the release of Update 6 at 10 a.m. Pacific Time, all car parts for every car will be unlocked at car level 1, meaning Xbox Series and PC players can install upgrades in any order. Je me souviens plus vraiment de Forza Motorsport, comment ça fonctionnait la progression. Là. Semblerait-il qu'il y a du monde qui ont été très vocaux et ils ont critiqué le tout. Et là, Third 10 a adapté le système basé sur le feedback. Secondly, car points will be attainable with in-game credits at a ratio of 4,500 credits for 500 car points. Encore là, je suis pas tant familier là. On a le overview. Today we're excited to walk you through the latest update for Forza Motorsport. 5 minutes. I mean, est-ce que ça intéresse des gens en chat? Ça m'étonnerait bien gros. Fait que je vous invite à vous informer si vous êtes comme hey, je veux vraiment savoir en quoi consiste Update 6. Il est déjà 11h46. We'll move on to other topics. Qui inclut Sam Lake striking the T-pose. Ben oui, Sam Lake a officiellement fini de capturer sa performance pour le DLC de Alan Wake 2. Fait qu'il a publié cette belle image de lui sur Twitter. J'espère qu'il va danser dans le DLC de Alan Wake 2. Il dit strike a T-pose. It's a wrap for me as an actor in Alan Wake 2. My final DLC pickup motion capture shoot done. What a ride it has been. At Alan Wake, at Remedy Games, at Epic Publishing. Là, si je me rappelle bien, il y a 2 DLC de prévus pour Alan Wake. Un au printemps, puis un I don't know when. Attends, on va aller s'informer là, au lieu de dire de la merde. Is Alan Wake 2 going to have DLC? Alan Wake 2 will have DLC. Players can expect both free updates like Photo Mode and New Game Plus.
and 2 paid expansions, Night Springs and the Lake House. First DLC, Night Spring. Attendez, on a peut-être le scoop. Night Springs, March, May. DLC 2, August, October. Fait que, yeah. Bien hâte de voir en quoi tout ça se concrétise. Et dernier article de nouvelles pour ce matin, il y a un graphic novel pour Cult of the Lamb là, qui va se donner, right? I mean, cross-media stuff, c'est très important in the video game landscape. Donc, Cult of the Lamb is a natural fit to be adapted into other media. And that's exactly what's happening with Cult of the Lamb. The first verse, a new graphic novel that serves as an adaptation and expansion to the original game's lore. The first verse is a collaboration between comic book publisher Oni Press, game publisher Devolver Digital, and development studio Massive Monster. The comic is written by Alex Packnadel, Red Goblin, and drawn by Troy Little, qui a fait Rick and Morty vs Cthulhu. Je sais pas, Godlike. On verra une fois que on a plus de détails. You can also check out the official trailer for the book. What? Un trailer pour un livre? Alright. Ok, mais il y a une Kickstarter campaign pour ça, là. Je pense que c'est ça l'autre tweet que je m'avais mis de côté, là. C'est Nico qui les avait linké, là. Mais yeah. Kickstarter going down. What? Ils ont mis un goal de 13 000 $ et ils ont déjà atteint 145 000 $. Are you kidding me, dude? What the fuck? Yo, Cult of the Lamb fans are crazy. They want that sex chapter, man. Holy shit. C'est quoi les... Y a-t-il des stretch goals? Y a-t-il... Ça donne les perks and shit, mais what the fuck, 100 000 $? That's crazy! Ils ont demandé 13 000! Ok, les stretch goals. 50K, c'était bonus digital edition for all physical orders. 100K, upgrade all HC collections with book ribbons plus plot glass. 150K, bonus I got sacrifice sticker for all physical orders. 666K, we put sex in the campaign rewards. We'll figure it out. Oh là là, man. You gotta love ce marketing là avec tout le sex update and shit pour Cult of the Lamb. Qui est un succès pour Devolver quand il est sorti back in 2022. Et justement là, pour être, ou pour, j'allais dire pour tête d'affiche, mais ça se dit pas, pour être la tête d'affiche là, de notre segment Game Trailers, Dates and Announcements. Nous avons une date de sortie. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis loin. On a une date de sortie pour le prochain jeu de Devolver Digital où on a Pepper Grinder à la fin du mois. Mais après ça, on a Children of the Sun qui sort le 9 avril sur Steam. Jeu qui avait été mis en vedette lors du Steam Next Fest. Pour beaucoup de gens, c'était comme le standout game pour Steam Next Fest. C'est le fameux jeu où est-ce que tu joues une balle de sniper, puis tu dois comme naviguer au travers des ennemis. C'est un peu comme Super Hot, mais genre Sniper Elite. J'avais quand même bien aimé
la démo que j'avais essayé. Fait que le 9 avril sur Steam, let's watch the trailer. Et c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner là. Je me doutais que la date de sortie, là je vous donne un peu de insider knowledge sur tout le hashtag coverage, là. Mais je me doutais que la date de sortie s'en venait, les amis, parce que la semaine dernière, j'ai eu un courriel de Devolver demandant, là, ou en fait, qui highlightait les upcoming games. Puis il y en avait certains que c'était comme, ah, tu peux request ta copie du jeu. Les 3 jeux en particulier qui avaient ce bouton-là. Pepper Grinder qui sort le 28 mars prochain. Children of the Sun, que là on peut voir le 9 avril. Et l'autre jeu, les amis, Angerfoot. Là, tabarnak, là, I've been waiting a year for this game. Can we please get the release date, Devolver? Come on now. Ça, pis Plucky Squire, s'il vous plaît. Ah, yeah, godlike, définitivement, là. Je suis sûr aussi. Oh, il y a des séquences dans un char aussi, nice. C'est bien hot comment ils ont annoncé la date de sortie. There you go. Children of the Sun. Looking forward to it, les amis. Prochain trailer, j'en parlais tantôt. Là, il y avait des reports là, ce matin avec des listings via le PlayStation Store, Xbox Store, comme quoi que Grandia HD Collection s'en venait. Là, on a eu l'annonce officielle ce matin. Donc, Grandia HD Collection s'en vient le 26 mars sur Xbox One et PlayStation 4. LRJ, fait que Limited Run Games, vont publish la version physique. Là, je vais vous dire, ben honnêtement, I have no idea what Grandia is all about. Ça va être une OG franchise qui date back au Sega Saturn. Fait que là, ça va dire qu'il y a une collection HD de JRPG, yeah. Ça me surprend pas que je connais pas ça. Alright. Ask and you shall receive. Oh, la musique par exemple. Thank God for widescreen graphics. La musique me donne qu'elle est sur une croisière dans les années 70. Oui, ouais. Okay. There you have it. Grandia HD Collection. Pourquoi le trailer est unlisted? Parce qu'on était censé savoir que that shit was releasing. Je sais pas. Prochain trailer, what do we got? Là, j'ai vu, attendez là. You want more Rise of the Ronin content, chat? On a l'official story trailer qui a drop. Rated M for mature. Let's take a look.
avec un autre trailer là, pour promouvoir la sortie du jeu. Matthew Perry, pas l'acteur, ok? Le personnage fictif de Rise of the Ronin. Lui, il joue pas au pickleball, je pense pas, là. The name is Jules Brunet. I just need Jules 30 young Brunet? folks who I can teach to fight from scratch. Yves, is that you? Le même accent? As an interpreter, I have many contacts, you see. And though I cannot fight like you, I am confident that I will have a role to play. What can the people possibly do? They must stand behind the shogunate, or we all fall to the foreigners. I have some contacts in the shogunate. If you are interested in doing a favor for them, I could make the necessary arrangements. By our deeds, our name will ring out over Kyoto. I'm expecting you to play your part as well. There are things one cannot accomplish alone, but a strong bond. Ok, quand même beaucoup de personnages importants in Rise of the Ronin. Comme on a pu le voir dans les previews, le story semble être vraiment un point qu'ils ont Since those ships mis arrived, de l'avant. Japan's been in turmoil. Japan! The thing is, we're not really part of either faction. I know that whichever path we choose, we'll be doing it for Japan's future. Japan! Now is the time to show the world the tenacity of our play. Est-ce que ce soundbite là il est écœurant? Je me tanne jamais. Je me tanne jamais d'entendre ce soundbite là. Frankly, need all the help we can get. I'm going to need you on our side. Ça me prendrait un soundboard dédié à Street Fighter 2 Sounds. USSR! USA! Japan! quel autre pays il y avait dans Street Fighter 2? Je me souviens plus. China! C'est great. Et là là. India! Next trailer. F1 24 or F1 Manager 24. Pas de date de sortie, mais ça sort cet été là. Pour les gens qui trippent sur la Formule 1. Do you have the courage to compete? The ambition to create a team? The confidence to carve your own path? Ça là, c'est bien une video game franchise que je comprends pas. Qui est autant populaire. Orchestrate your ascent. Steer mindset. Tu chauffes même pas les chars! Create a team. Create a legacy. Fait que ça vient sur Xbox, PlayStation et PC. Le calendrier de F1 finit en décembre cette année, c'est intense pareil. Ouais, mais j'ai l'impression que comme ils ont fini la saison puis ils ont repris direct, là. Ils ont comme pas eu le temps de break. C'est moi qui est fou. Man, c'est quand même intense la Formule 1 là. Not gonna lie, là. Je suis pas ça là, mais les TikTok clips là que l'algorithme feed là, je suis comme damn. Some crazy stuff. C'est un jeu de grand-père qui ont plus les réflexes pour conduire. Mais c'est ça. C'est ça. Tu peux pas jouer à des FPS là, quand t'as plus de réflexes. Genre comme The Finals, qui va voir sa saison 2 sortir le 14 mars. C'était tout réfléchi comme ça, quoi. The clock is counting down, and the retros need to make a move to avoid getting knocked down. Indeed, the socialites are defending hard and has. Are you messing with the street? There seems to be. C'est encore bien du monde qui joue à The Finals. On dirait qu'on n'entend plus bien parler. 18k people, not too bad. Sur Steam. Oh, ok, là on va dans un genre
retro aesthetic, digital aesthetic. Okay. Reshaping. Reversing gravity. Apologies, we seem to be having some technical difficulties, but one thing's for certain, it will be fun. Take the platform. Man, that's a nice trailer. J'ai eu énormément de fun durant la bêta, mais j'ai pas launch depuis des launch day. Moi, j'ai juste pas launch tout court. Try it on my jam, but still better than Hyperscape. Hey! RIP Hyperscape. Next trailer. The Pizza Tower Noise Updates. Là, j'ai vu ça hier soir. Comme vous pouvez voir, le genre blog post sur Steam ou le Steam Update ne détaille pas grand chose, but we got a trailer. Fait que allons voir en quoi ça consiste. C'est encore une fois Pizza Tower qui met en vedette des visuels assez flyés, merci. But it's a good game. It's a good game. Let's see là, des noise updates. C'est déjà un jeu très bruyant, hein, effectivement. Okay, okay, okay. What the fuck? C'est bruyant au niveau sonore, mais aussi visuellement. With our skateboard? Holy shit, dude. Yeah, console release when? Mais là, c'est wait, c'est quoi ça? C'est des nouveaux niveaux? Il y a plein d'affaires que j'ai jamais vues. What is this? Exactement, là. The long-awaited noise update is finally here, bringing you the noise in all of its glory in the form of a pseudo new game plus, revisiting the events of Pizza Tower through the eyes of the yellow gremlin, with perhaps a few twists along the way. Ha! No patch notes for this one. PS, if you had any mods installed before this, or modified files in any capacity, you might get a crash. Fait que c'est genre New Game Plus with a twist. Intéressant. Non, c'est le speed du jeu. C'est littéralement le jeu en soi, John. Yeah. Ce jeu-là, c'est trip d'acide de video game. Très nice. Play Pizza Tower. C'est un des meilleurs indies de last year. Arguably, le meilleur indie. Je me rappelle plus où je l'avais mis dans mon ranking. Il était-tu dans mon top 10? Je ne me souviens plus. J'ai tout ça à ma disposition. Game of the Year Roundup. C'est l'image finale, ça? Non, c'est pas l'image finale. Celle-là? It is. Ouais, je l'avais mis dans mon top 10. Non, il était 11e. C'est Talos Principle que j'avais mis devant. Ouais, mais là, c'est une tier list de jeux vidéo. Là. Regarde. Moins propice à créer du drama. Trust me. I know. Prochain trailer. / game announcement. Super Sammy Roll 2. Annoncé pour PC. What is this all about? Ah, il y a une Kickstarter campaign qui est prévue.
The original Super Sammy Roll is currently available for PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Switch, and PC. Let's take a look at the teaser trailer pour Super Sammy Roll 2. C'est genre Monkey Ball, mais genre moins bon. Ça feel 3D platformer, ça, chat. C'est exactement ça. Let's go. Genre 3D Sonic? Penny's Breakaway type of deal? Hey, j'ai pas encore joué à Penny's Big Breakaway. La version Switch spéciale ne veut juste rien savoir. Does not work. Ça a pas l'air si mal. T'es prêt à dire qu'il y a un mur de difficulté. Ah ouais. Putain, c'est un 3D platformer. Comment ça peut être genre si difficile que ça? En tout cas, il y a une Kickstarter campaign qui est prévue. Fait qu'on suivra ça de près pour voir si le jeu est financé ou non. Nah, c'est ça, tu sais, ça me fait penser à... C'est quoi le jeu qui ressemble à Sonic, là, 3D Sonic qui est paru lors du Steam Next Fest, là? Rascal something? Radical Rascal? De quoi de même, là? Le yo-yo... Non, ça c'est Penny's Big Breakaway. Le jeu que j'ai en tête... Attends, on va écrire Radical Rascal, mais je pense pas que c'est ça. Non. Fast Rascal? Je me rappelle plus c'est quoi le nom. Rascal Sonic Game. Roll-in Rascal, j'étais proche. J'étais proche. Ce jeu-là ici, là. Gone to the left. On fait penser à ça un peu, là. Un peu de plagiat, mais on change certaines affaires, là. Ensuite, we got Puyo Puyo Puzzle Pop qui arrive sur Apple Arcade le 4 avril. Get that puzzle going. On a pas de trailer, on a juste le Mac App Store Preview. Fait que si vous avez un abonnement Apple Arcade, yeah, PPPP. Bonne façon de retenir le nom. Fait que we got that aussi. L'annonce de The Last Case of Benedict Fox Definitive Edition qui sort le 26 mars. Là, j'ai vu ça tantôt, j'étais comme, why? Last Case of Benedict Fox, là, c'était pas un standout Metroidvania, c'était pas mal assez mid. Ah, ok, c'est parce qu'il sort sur PlayStation, that's why. Fait qu'il vient avec le free update qui existe déjà. Ou non, il y a un free update qui s'en vient sur Xbox et PC. Mais le Definitive Edition inclut quoi exactement? New combat arenas that offer new challenges, chance to fight demons. Yeah. C'est un Game Pass release, right? Yeah. Sorti genre au mois d'avril last year. J'étais beaucoup intéressé. J'ai joué 1 heure, puis le platforming était peut-être pas en tout, fait que ça m'a comme turn off. Mais yeah, là, c'est pour la sortie de PlayStation qui font ça. Là. Parce que ça a pas gagné de prix, c'est pas Game of the Year, fait que Definitive Edition. Definitive Edition d'un jeu qui est sorti last year en plus, tu sais, comme. Mais c'est juste pour essayer de vendre un peu plus le produit, right? Alors qu'il sort sur PlayStation. Fait que. Yeah. Et dernier trailer pour ce matin, là, j'ai vu que Nobel a publié le YouTube link, faut aller voir sur YouTube. Ce jeu-là que Nico a droppé pendant le ad break. Ok, c'est pas le YouTube link, c'est le Steam link. Fait qu'on va regarder le trailer ici là. C'est Yellow Taxi Goes Room. Ça s'en vient sur Steam le 9 avril. Et j'ai pas regardé le trailer complet, j'ai juste regardé le petit aperçu là. And this game looks like my shit, guys. This game looks wacky and crazy as fuck. Let's take a look.
Jesus Christ, dude! Oh my god, c'est buzzé quand même, hein? Yo, la musique! Ok, dude. Ok, dude. Je suis vendu. Vendu. Day one. Tesla. I see what you're doing there. Oh, wow! I'm the developer, he's the artist, and we managed to get the taxi.game domain. How did no one get this? Wait, pourquoi ça coupe? We want more! What the fuck, dude? Yeah, the cocaine is a hell of a drug. Take on the nostalgic joy back to the N64 collectathon era that true gamers will remember. Yeah, wishlist. Oh, in demo! Dude! Bro, I am downloading that shit right now. What the fuck? I am downloading this shit right now. C'est quoi, c'est Taxi Goes Room? Ouais, si, j'arrête pas de montrer ma library, c'est pour ça que le monde veut. Taxi Goes Room. Yellow Taxi Goes Room. On download ça live, les amis. Bang! Install that shit. Check ça, déjà prêt? 34%! I know what I'm doing après le stream. Pour les gens qui aiment, check this out, A Hat in Time et Pizza Tower. Not surprised one bit. Hey, Corekeeper, t'en rappelles? Dude, je vais suivre ce jeu-là d'après, là. I'm following this account. Ça a l'air awesome. Merci pour le partage, Nico, man. That looks great. I'm looking forward to this. That's all the gaming news pour aujourd'hui. Ou gaming related content, j'aurais plutôt dire, les amis. On s'en jase pour... Tu vois, Nico, des fois tu mets des liens que j'ai pas, and it pays out. On vient de faire une belle découverte, là. Support the indies, effectivement, là. Justement, pour closer toute la conversation reliée aux jeux vidéo pour ce matin, là, j'ai le tweet de Pio. Pio? Ouais, pas Pyro, c'est Pio. C'est mélangeant les deux, là. Mais hier soir, là, j'ai vu ça. Imagine just playing FIFA, NBA, or COD, then complaining gaming is bad today while we have games like this so early on in 2024. Des images de justement FF7 Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth, Helldivers 2, Dragon's Dogma 2, qui sont des AA à AAA titles. Don't forget them indies, right? Les indies, it's where it's at également, là. OK? Pas juste parce que ils ont des visuels rétro ou datés que ils méritent pas le spotlight également. That's what I preach. Alright? We preach! Ici, lors de la VIICTIIMINUTE. Ouais, on a pas besoin de encore des quadruple A Eves Guimau. Pour vrai, ok, guard. Parlant de Eves. Parce que là, comme j'ai dit plus tôt dans le stream, j'ai acheté un cadre de plus au Dollarama là, pour, parce que je voulais mettre le chandail de Ghost Trick dans le cadre. Fait que là, j'ai un cadre qui traîne. Là, j'étais comme... Je pense sincèrement que je vais faire imprimer cette image-là de Eves. Puis l'encadrer à côté de mon cadre de Sonic Meme. C'est juste... C'est excellent. Parce que là, on a Phil Spencer encadré avec le Rambo outfit puis la Xbox Series qui ressemble à un bazooka. Je pense sincèrement que je vais mettre un cadre de Yves Guillemot pour que le meme soit amplifié. People buy sports game every year and complain it's stale. Yeah? Yeah. Et ils élargissent pas leurs horizons puis ils payent le prix au final. Après avoir dit que c'était un quadruple A, le gars aura pas le choix de se retirer. Ça a pas de sens. Mais non, Yves. On l'aime, Yves, on le taquine, ok? Il dit des affaires, puis aussi, il cligne pas des yeux. Fait qu'on le respecte. Côté divertissement, pas grand chose qui se passe aujourd'hui. On a le viewership là, total pour
les Oscars 2024 là, qui ont attiré 19,5 millions de téléspectateurs. Une première en 4 ans, c'est la cérémonie la plus écoutée en 4 ans. Et avec raison, là, comme les viral moments, les films qui étaient en nomination, makes a whole lot of sense. Comme j'ai dit hier, j'ai écouté comme 1h30 de la diffusion. Puis j'étais très diverti. Beaucoup de gens disent comme ah les Oscars, man, c'est trop conservateur, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est plate, mais j'ai pas ressenti ça là avec comment c'était amené cette année avec les jokes puis tout ça. Et un des éléments controversial là, qui est ressorti des Oscars, non, ce n'est pas John Cena qui était naked, mais c'est Al Pacino qui skip les nominés quand dans la catégorie du meilleur film, right? C'est lui qui le présentait. Puis à la place de faire And the nominees are, puis il y avait comme un montage de tous les films qui étaient nominés, il a juste fait fuck it, I'm opening the envelope, puis je dis le nom du gagnant. Puis la manière qu'il s'est amené, c'était juste bizarre. Là. Il est juste comme I see Oppenheimer. Puis là, il y avait un peu de confusion. Là. Ça a pris un peu de temps avant que l'orchestre justement joue la tune de Oppenheimer pour symboliser la victoire. Et là, suite à tout ce drama-là, ses représentants ont issue un statement concernant tout ça. Fait que Variety dit Al Pacino has issued a statement amid questions surrounding his appearance during the 2024 Oscars ceremony, during which he did not list any of the year's 10 nominees for Best Picture. Et il met pas ça sur sa faute. Il est en mode damage control. Il dit I just want to be clear, it was not my intention to omit them, rather a choice by the producers not to have them said again since they were highlighted individually throughout the ceremony. Mon œil, esti. Dog, t'aurais pu dire, guys, j'ai 80 ans, j'en oublie des affaires, là, tu sais. C'est pas les Oscars qui ont tweet ça, genre, je sais pas. There seems to be some controversy about my not mentioning every film by name last night before announcing the Best Picture award. Pacino said in a statement, I just wanted to be clear it was not my intention to omit them, rather a choice by the producers not to have them said again since they were highlighted individually throughout the ceremony. I was honored to be a part of the evening and chose to follow the way they wished for this award to be presented. I realize being nominated is a huge milestone in one's life, and to not be fully recognized is offensive and hurtful. I say this as someone who profoundly relates with filmmakers, actors, and producers, so I deeply empathize with those who have been slighted by this oversight, and it's why I felt it necessary to make this statement. Ok, guys, je vais vous montrer le clip, là. Vous me direz ce que vous en pensez. Does this look like someone qui sait ce qu'il fait? Right? Attendez. I need the actual clip. There it is. Only one will take the award for Best Picture. And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And my eyes see Oppenheimer. Yes. Man, le What Happened est pissant, man. Genre... Faites juste écouter, là. What happened? Dude, tu viens de dire le gagnant de Best Picture. What do you mean, what happened? Al Pacino, let's be real. Ce n'était pas la production, ok? Je te dis de skip les nominees. You look fucking lost, my man. Non, Alexis, je peux pas dire d'électricité. Damn. Le triangle des Bermudes de Saint-Og strikes again. Ouais, t'as manqué mon review de Dune au début du stream. Sadly. J'ai fini Oppenheimer hier, la fin excellent, j'avais des frissons. Dude, c'est quel... Ah, c'est le speech de
de Paul, man, dans Dune Part 2 que j'avais des frissons, man. J'étais comme, oh, that's good shit, là. That's some good shit. Yeah, parlant de Oppenheimer maintenant, si on peut shrug off Al Pacino's Oopsie Daisy. Définitivement, le gagnant des Oscars de ce week-end, ça a été Oppenheimer. Je sais pas combien de prix il a gagné, mais il a gagné la majorité de ceux-ci. Christopher Nolan, man, qui n'arrête pas. Déjà en train de travailler sur son prochain projet, là. Fait que débuter l'écriture pour son prochain film. C'est Puck.News qui rapporte le tout. Là. Je sais pas si c'est vraiment une source fiable. Mais il dit... Ok, c'est paywalled. Nice. Fait que we'll just have to take my word for... You'll just have to take my word for it, là. J'invente pas n'importe quoi. Discussing Film va partager. Pis man, Chris Nolan, là, ça va bien ses affaires. Voulez-vous savoir à quel point ça va bien? Man, my man just received a $100 million check pour Oppenheimer. Variety rapporte, Christopher Nolan's final payday for Oppenheimer is just south of $100 million. En plus d'avoir gagné un paquet d'Oscars. That figure represents a combination of salary, back-end compensation, box office escalators, and a bonus for his twin Academy Awards. Respect. Well deserved. Well fucking deserved. One of the greats, right? In this generation. Il va être bon pour nous faire d'autres films. Ben oui, ben oui. Bon, il est définitivement dans mon top 5 là, réalisateur préféré. Là. Comme quand il y a un Nolan movie qui sort, gotta see it in the theaters maintenant. Au même principe que ça va être la même chose pour Denis Villeneuve avec Dune Part 3 ou Dune Messiah. C'est quoi un Payday? C'est jour de paye. Right? C'est pas comme Payday 3 qui n'est pas joué sur Steam. Mais je sais pas si c'est 100 millions net. J'imagine qu'il doit y avoir des taxes and shit de même là. But yeah, Nolan's final payday for the film, which traces the life of titular scientist J. Robert Oppenheimer and his role in creating the atomic bomb, is just south of $100 million, according to knowledgeable sources. That figure represents the combination of salary, back-end compensation, box office escalators, and a bonus for his twin Academy Awards. Fait au final, là, pas genre en plus de ce qu'il y a déjà eu là. Aussi, j'aime bien son style que d'autres directeurs n'ont pas. Yeah, puis apparemment, ce gars-là, il n'a pas de téléphone cellulaire. Son ordi qu'il utilise pour écrire ses scripts n'a pas d'internet. Genre, genre, tu communiques avec lui par pigeon voyageur, là. Tellement qu'il est old school. Mais c'est ça, man. Les great creative minds de notre génération, they're just a different breed, man. Quand tu regardes in the gaming landscape, Kojima, il est très artistique aussi et différent. Là. Je me demande si Denis Villeneuve aussi, il y a comme some weird shit qu'il fait aussi là, de son côté. Là. Il écrit son script à dactylo, puis aussi les versions finales des scripts, je pense, sont comme printées sur du red paper. Pour pas que le monde puisse les copier, genre. C'est intense, là. Parce que that's why I love Christopher Nolan. Allez voir Oppenheimer ou écoutez Oppenheimer si c'est pas déjà fait. C'est a great movie. Mon film préféré de last year. Et dernier article pour ce qui est du divertissement pour aujourd'hui. Zach Galifianakis se joint à Only Murders in the Building Season 4. Donc on a plein de casting là, pour cette série-là qui a fait surface récemment là. La semaine dernière, on couvrait, je pense, Kumail Nanjiani qui avait été ajouté. Mais là, il y a Eugene Levy qui est ajouté, Eva Longoria, Molly Shannon, puis Zach Galifianakis. Fait que gros cast là aux côtés de Selena Gomez, Martin Short, puis Martin. Fuck, c'est Steve Martin. J'ai comme Martin Lawrence, Martin Scorsese. Mais non, c'est Steve Martin. Yeah, faudrait que je l'écoute aussi, Alexis. Like recently announced cast members Kumail Nanjiani, Galifianakis' role in the mystery comedy series is currently kept under wraps.
However, an individual with knowledge of the situation can confirm his character is integral to the twists and turns of this season's investigation. Damn, pis ça pogne quand même là, parce que, dude, genre, c'est à chaque année il y a une nouvelle saison de cette série-là. Là. Fait que, yeah. Maybe it will be time to watch it. C'est this guy qui est impliqué dans Only Murders in the Building, Season 4. Il n'y a pas George R.R. Martin qui faisait ça aussi. Only Murders in the Building? Non. Non, mais Alexis, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit que c'était incroyable 10 sur 10. Fait que peut-être. Mais je sais pas, man. Elle va trouver ça genre que c'est trop action. Elle aime pas les films d'action. Mais comme Là, je la convainc, man. Peut-être quand que Dune Part 2 va sortir sur Plex, on va se taper le 1 puis le 2 back-to-back. Mais définitivement que ça mérite un rewatch, là. It's just so good. Mais je comprends son mood, elle veut ça simple. Yeah, elle veut ces cheesy horror movies, là. J'ai envoyé le trailer du film qu'on a écouté. Le trailer du film qu'on a écouté hier, là. First Omen, c'est ça? Genre, Dune ain't simple. Yeah, non, c'est ça. Même moi, là, qui connais l'univers sci-fi, là, comme j'ai dit tantôt, là, il y a des affaires dans Dune que j'ai comme plus ou moins compris, que j'ai dû aller valider après avoir écouté le film, vu qu'il y avait des termes, genre, dans le jargon de l'univers, là. Fait que pour elle, là, qui connaît absolument sweet fuck all, elle aurait été juste mélangée, là. T'sais? Surtout si elle était venue avec moi au cinéma hier, à l'écouter en anglais, là, oublie ça, là. C'est comme avec Oppenheimer, j'ai dit, même si t'essayes, Bibi, tu seras jamais capable de comprendre Oppenheimer, parce que c'est tellement, genre, c'est fucké, là. C'est pour les great minds. This is peak cinema. C'est pas pour tout le monde. Mais je suis quand même content d'avoir consommé le tout. Comme j'imagine que vous êtes content d'avoir consommé cette merveilleuse VIICTIIMINUTE, hein? Un autre for the books, right? On s'en fait ça demain. Demain, y a-t-il quelque chose qui se passe dans le gaming landscape? Let's see, dans mon calendrier, je pense pas. Fait qu'on va faire notre round-up usuel, as we typically do. Pas de coverage de prévu. Ah, ça va les segways. No, dude, je suis tellement fort sur les segways aujourd'hui. Ça paraît là que j'ai eu un good night of sleep, que Dune, man, a boosté mon énergie. J'ai un hoodie de Capcom, là. Shit's going good. Shit's going good. C'est l'affaire qui is not going good for me. Ah oui, puis Money in the Bank, le retour d'impôt, la paye cette semaine, là. All that stuff. La seule affaire not going good for me, c'est que toute la semaine, je travaille tout seul. Parce que là, mon collègue, il commence son stage. Il nous quitte vendredi prochain. Fait que c'est ça. Faut continuer FF là. Ben, je vais essayer la démo du Taxi Game. Potentiellement ce soir, je vais continuer Final Fantasy. Là. J'ai le goût de plonger. Mais aussi Brothers que je veux terminer là. Vu que ce jeu-là est pas long. Fait que on verra. Mais je vais définitivement sit down and play some video games ce soir. Vu que I got nothing else better to do in my life, so might as well play some video games and cover them pour vous autres. Pour plus de couverture relative à la VIICTIIMINUTE, je vous invite à consulter le lien que je viens de vous dropper dans le chat parce qu'on est disponible en rediffusion audio, vidéo, avec des timestamps, tout pis tout. Là, ces temps-ci, j'ai comme la misère avec la version audio là, de la VIICTIIMINUTE. Genre encore une fois, for some fucking reason. La version audio enregistre genre l'audio de ma webcam. Fait que des fois, je suis obligé de rip le audio du stream là. Parce que, comme j'ai déjà dit, non, je ne réenregistrerai pas l'audio complet de la VIICTIIMINUTE. Fait que désolé si le audio est wonky pour les versions audio podcast là, dans les dernières semaines. Là. Comme hier, on a eu des problèmes techniques, entre guillemets. C'était plus moi qui était crazy in my head, mais j'essaie de m'ajuster au meilleur de mes capacités. Tu me donnerais des news du Taxi Game? Ben, je vais en parler demain, c'est sûr et certain. Là. Je vous tiendrai au courant pour ce qui se passe avec tout ça. On va aller dire bonjour à qui? Let's see. Qui est en live? Joueur sans fromage fait du Pomodoro relâché. Je sais pas ce que ça veut dire relâcher. Dis ça comme en relâche. On vient de dire bonjour.
Fait que joueur sans fromage qui stream. Je pense qu'en ce moment il est dans un gros playthrough de FF7 Rebirth justement. Est-ce que je suck, man? Juste fait slash joueur sans fromage. Ce n'est pas une commande. Là il est en mode Pomodoro. Fait que je pense qu'il il travaille. Il jase avec le chat un peu. Il travaille. Il jase avec le chat. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à le follow. Sinon, nous on se retrouve demain matin 9h pour couvrir tout ce qui touche l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Encore une fois, c'est ce qu'on fait the entire week. Puisqu'il n'y a pas grand chose en termes de sortie qui se passe à part genre Contra et Outcast. C'est next week par exemple. Rise of the Ronin, comme je l'ai dit. Princess Peach et Dragon's Dogma 2. Sur ce, merci d'avoir hang out avec moi un autre matin. Merci d'avoir été partie de la conversation. Je vous souhaite une excellente restant, un excellent restant, une excellente restant, un excellent restant de journée. Ouais, c'est masculin. Words, les amis, la grammaire. Peace out everyone. On se voit demain. Bye bye.